Allez, c'est parti. On espère que ça fonctionnera. On relance le bordel. Let's go. Hey, hey. Salut à toutes et à tous, bienvenue sur Pop Culture Experience, le podcast qui revient en discussion sur l'expérience de la pop culture de nos invités. Voilà. Je m'appelle Adrien Coche et j'ai créé en 2015 la Sport Saber League. C'est la première école de combat au sabre laser de France, ceci n'est pas une blague. Depuis toutes ces années, on a rencontré un paquet de gens hyper intéressants, connus, pas connus, moyen connus, mais surtout très intéressants. Et on s'est dit que vous aussi, ça vous intéresserait de les rencontrer. C'est ça le sujet finalement. Voilà. Donc, depuis maintenant presque 2 ans, on a dépassé d'ailleurs les 10 000 écoutes. En arrivant aux 2 ans, là j'ai lancé ça en novembre, donc on va fêter l'anniversaire très bientôt. Eh bien, on vous présente de nombreuses personnes. On est à 4 saisons au total, avec 10 à 12 invités à chaque fois, donc ça commence à faire du monde. Vous avez de quoi écouter et réécouter, avec plein de hors-séries, des extraits, des bonus, des machins et tout. Et donc c'est cool, voilà. Désolé pour hier, il y a eu un bug sur la plateforme, l'extrait chargeait pas, ça, machin, etc. Donc là je réenregistre un truc en espérant que ça fonctionne et que ça charge. Je le fais le matin même, j'ai laissé passer la nuit pour voir si il y avait un truc de serveur. Il y avait aussi un truc de serveur chez Sony, chez PlayStation, il y a peut-être un... Oh Camille, tu arrêtes d'aboyer ? Mon chat aboie. Bon. Il y a peut-être un truc mondial, j'en sais rien. J'espère qu'aujourd'hui ça fonctionne. Voilà, aujourd'hui je vous présente Patrice Salsa. Patrice Salsa ne fait pas de salsa, voilà, je vous le dis tout de suite. C'est un de mes... Oh Camille ! Oh, bon c'est pas grave, je vais arrêter de... C'est dommage. C'est un de mes anciens élèves de sabre laser qui va peut-être s'y remettre et qui m'a sollicité en écoutant les podcasts, ce qui prouve que c'est plutôt cool déjà. Si on a convaincu une personne, c'est déjà super bien, car il est d'un âge certain. il faisait partie des doyens de l'école, donc voilà, il a passé la quarantaine très largement. C'est pour dire, non, je dis la quarantaine parce qu'on en a pas mal à l'école autour de là qui sont en haut du classement du Saber Tour. Bon, et alors il voulait parler de la transmission geek, la transmission des connaissances, des bases, du savoir, des passions, comment ça se passe intergénérationnellement parlant, donc entre les générations, c'est ça que ça veut dire. Et j'ai trouvé ça vraiment cool d'arriver avec un sujet comme ça. On n'a pas parlé que de ça, bien sûr, mais c'était la comment ça s'appelle le fil rouge de notre conversation et de notre échange qui était très intéressant. Et puis voilà, il est arrivé avec des notes. Il a préparé son sujet. J'ai trouvé ça respectueux, déjà très respectueux du truc, parce que moi je prépare pas toujours extrêmement bien les trucs. Je fais un peu ça au talent, comme on dit, mais ça fait partie de ma personnalité. Bon, voilà, bien préparer le truc. Et donc ça, c'était cool. Donc, je vous laisse avec Patrice, qui a une culture geek importante et qui voulait parler de la transmission entre les générations de geek à senior, à geek junior. J'espère que ça vous plaira. Ciao. Oula, il y a eu un petit bug bizarre. Bon, bah c'est pas grave. À nouveau, on va s'arrêter là. J'espère que ça vous plaira. Merci beaucoup. T'as pris des notes, Patrice ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Pourquoi t'as pris des notes ? J'ai pris des notes parce que j'ai... Mais c'est vrai, t'as imprimé un truc ? Ouais. C'est fou, ça. Ouais. Il a imprimé, dans ses mains, il tient un papier, une feuille A4, dactylographié à l'ordi, imprimé avec des notes. Pourquoi ? Qu'est-ce que t'as écrit là-dessus ? En fait, j'ai écouté plusieurs fois les épisodes du podcast et moi, j'ai eu envie de parler d'un truc particulier dans la pop culture, c'est la question du lien que la pop culture crée. Et donc, j'ai pris quelques notes, quelques exemples. Pour en parler. Pour en parler, ouais. D'accord. Comme ma mémoire, des fois, me trahit. C'est l'âge. Voilà, c'est l'âge. C'est ton grand âge. C'est mon grand T'as quel âge, ouais. Patrice ? Je vais avoir 62 ans. 62 ans. Bah ouais, c'est dommage que t'aies arrêté parce que tu serais le plus vieux du Saber Tour. Mais maintenant, c'est Aurel que tu connais pas et ensuite il y a François. Mais il a pas 62 ans, François. Il a 45. Oui, je sais. Il est vieux, mais pas autant que toi. Pas autant que moi. Pourtant, tu te défendais bien à 60 piges. Oui. Physiquement, on est là, quoi. Bah, j'ai toujours eu une activité sportive, donc c'est vrai que j'ai touché les dividendes, comme on dit. C'est vrai, tu faisais quoi comme sport plus jeune qui t'a permis de continuer. Enfin, tu t'es maintenu en forme, on peut dire ça ? Alors, quand j'étais jeune, j'avais horreur des activités sportives collectives. Ouais. Parce que c'était des lieux
de toxique, je trouvais. Ah ouais, je suis d'accord. Ouais. Et puis, en fait, j'ai découvert la pratique sportive individuelle au début de ma jeunesse. Ouais. Principalement travailler en salle, faire du stretching, de la musculation, un peu de gymnastique. Et c'est un truc que j'ai continué pendant 40 ans. Ok. Bon, bah. Et j'en faisais encore d'ailleurs quand je participais quand je venais au club. Ouais. Mais là, tu as tout arrêté. Ouais, j'ai tout arrêté parce que la Covid, j'ai eu la Covid dans la deuxième phase, dans la deuxième vague, et je suis resté 10 jours au lit. Tu étais damaged par la Covid. Et après la Covid, effectivement, je me suis rendu compte que je montais un demi-escalier, je crachais les poumons, tout ça, et j'ai mis des mois et des mois avant de... Puis je me suis mis dans d'autres routines. Voilà. Ouais, bien sûr. Ça passe à autre chose. La routine, le vélo, des choses comme ça. C'est cool. Ouais. C'est cool. Et tu fais des grosses distances à vélo ? Des grosses sorties ? Ça m'arrive, pas des grosses sorties, mais je peux traverser tout Paris, quoi. C'est-à-dire partir 1 heure et demie en bicyclette. Est-ce que évidemment, il n'y a pas de mode, c'est pas une bicyclette électrique, bien entendu, sinon ça perd toute sa saveur. Est-ce que toi aussi, tu t'amuses à faire des dessins de ton parcours dans la ville de Paris ou pas ? Non, je fais pas ça, non. Il y a plein de gens qui font ça, c'est leur délire. T'as vu passer ou pas ? Non, je n'ai pas vu passer. Ça me fait penser à un bouquin de Paul Auster où le type il se balade dans New York et puis en fait quand on fait le tracé de ses déplacements, c'est un message. Mais, ouais, bah voilà, c'est l'idée, j'imagine. Ouais, c'est l'idée. Et il y a des gars qui font des Superman, des trucs comme ça. Et ouais, ça prend tout un. Ils recréent la France dans Paris. Enfin, bon, c'est un délire. Non, moi j'ai pas trop le temps. Mes déplacements sont utilitaires, on va dire. Ou pour faire un peu de sport. Alors Patrice Salsa, c'est ton nom de famille. J'étais en train de me remémorer si c'était un pseudo ou pas du tout, et absolument pas. C'est complètement... Comment ça se fait Salsa ? Tu t'appelles Salsa ? Mon nom est d'origine italienne. Mon grand-père est né au Piémont. Et il a émigré en France quand il était tout enfant. Il s'appelait Carlo. Il a été rebaptisé Charles. Mais le nom de famille, c'est Carlo Salsa. Voilà. C'est italien donc. Ouais. J'adore, moi. Piémontais, ouais. J'adore. Ça aurait pu être brésilien, mais pas du tout. Ça aurait pu être espagnol aussi. Oui. Ça aurait même été portugais, je pense. Oui, complètement, ouais. Complètement. Ça veut dire persil en portugais. C'est vrai ? Oui, je crois. Donc la sauce salsa, c'est une sauce au persil. Peut-être une sauce verte. Ouais, la sauce salsa. Ouais. Tu connais la sauce salsa ? Oui, bien sûr. Ouais. Salsa, ça veut dire sauce à la base. Donc, en plus de ça. Ouais. Patrice Sauce. Voilà. Donc je reçois Patrice Sauce. Patrice est directement issu. Bon, tu connais le principe du podcast, Patrice, mais je vais quand même le rappeler une énième fois, même si je le rappelle en intro. Donc j'ai en effet créé une école. En plus, c'est directement lié à toi. Une école de sabre laser avec des amis il y a presque 10 ans. Et tu fais partie de mes anciens élèves, des anciens élèves de l'école. T'es resté 3 ans. 3 ans quand même, jusqu'au sujet Covid. Et puis après, voilà, tu viens d'expliquer. Après, tu t'es dirigé vers d'autres cieux. Et c'est très bien. Voilà, Patrice était un joueur dur sur l'homme, comme on dit, dans le milieu sportif. Dur au mal et dur sur l'homme. Voilà. Mais du coup, c'était cool, c'était rigolo. Et donc, c'est comme ça qu'on s'est rencontré, Patrice. Ouais. C'est un de mes élèves. Et Patrice, a priori, est consommateur du podcast. T'as écouté combien d'épisodes, à peu près ? Une dizaine, ouais. Ah, quand même. Ouais. Quand même. Est-ce qu'il y a un épisode qui t'a marqué ? J'ai beaucoup aimé l'épisode de Valentin. Ah ouais, il était bien celui-là. Ouais, il était bien. Moi aussi, je m'attendais à rien parce que je connais pas vraiment Valentin personnellement. C'est en saison 2, Valentin Carl. Allez écouter, il parle de sa passion du cosplay, notamment, pas que. On parle pas mal d'inclusivité aussi, de comment sont traitées les filles dans le cinéma et tout ça. Bon voilà, il y a pas mal. Je vous invite à écouter cet épisode, il est vraiment cool. Tous, mais vu qu'on en parle, celui-ci est vraiment, vraiment intéressant. Au début, il a peu fonctionné, puisque moins de notoriété que certaines personnes. Et puis en effet, comme toi, petit à petit, les gens l'ont écouté, puis ont dû le recommander, j'imagine, parce que ça fait partie de mes meilleures écoutes. J'aime beaucoup celui de Guillaume aussi. Pevé. Ouais. Et puis c'est bien que tu fasses un extrait, parce qu'en fait, comme ça permet de dire celui-là, il va m'intéresser ou il va moins m'intéresser. Donc, sélectionner, c'est un bon T'entends la voix de la personne et déjà, ça peut te toucher. Il y a peut-être une vibration de voix qui peut te toucher, t'as envie d'écouter. Peut-être un sujet en particulier. Bon, j'ai pas inventé la poudre, on va pas se mentir, un extrait de podcast, la veille du podcast, je pense que c'est pas moi qui ai inventé le concept. Mais je le faisais pas au début, t'as raison. Je le faisais pas. Puis quand on explore le podcast, on a les extraits qui sont encore là, donc on peut les tester. Quoi. Ouais, c'est ça. Et alors que je le faisais pas en première saison, du coup, quand je fais des rediffs, pour le coup, je fais un extrait des
des épisodes sur lesquels j'avais pas d'extrait. Voilà, tout simplement. J'ai bien aimé aussi celui, alors j'ai oublié son nom. Alors je vais dire un truc comme ça, le Grand Noir. Le Grand Noir. Celui qui s'est fait contrôler à scooter, qui s'est fait choper une amende. C'est Terry. Il avait klaxonné. C'est Terry. Il est grand et noir, donc en l'occurrence, on peut dire. C'est un podcast qui m'a un peu ému aussi. Parce que, Terry, ouais. Que le témoignage était intéressant, fort et sans misérabilisme, avec beaucoup de lucidité. C'était vraiment intéressant. Je suis d'accord avec toi. Et il se met à bien fonctionner, mais ça n'a pas. Alors que, pour le coup, Terry a une grosse communauté qui aurait pu tout de suite. Mais pas forcément liée à celle que je développe. Et j'en discutais avec un ami. Noir également, je le précise, puisqu'il y a un sujet par rapport à ça, de racisme, etc. C'est important de le préciser, qui m'expliquait que lui aussi avait aimé ce podcast-là, peut-être pour d'autres raisons, enfin, en tout cas ça l'avait touché aussi, mais qui me disait que en fait, c'est difficile de parler de ce sujet-là. Et les gens, ils veulent pas entendre, ils veulent pas écouter, ils veulent pas... C'est ça, c'est vraiment ça. Et après, on a discuté de choses et d'autres. Ça a dévié sur le fait qu'il n'irait pas en Italie pour le tournoi qu'on organise pour les mêmes raisons. Enfin voilà, c'est très intéressant, mais du coup extrêmement peinant pour tous ces sujets-là. Bref. Donc écoutez aussi l'épisode de Terry, il est très très bien. On parle de pop culture à fond, évidemment, parce qu'il est archi fan de Marvel. On parle de musique aussi, on parle évidemment de racisme et de tout ça. Donc c'était cool. Patrice, je vais quand même... Avant que tu m'imposes ton sujet, parce que Patrice m'a envoyé, je disais donc que tu étais consommateur du podcast. A priori, tu aimes bien. Sinon, tu n'aurais pas écouté une dizaine d'épisodes et tu ne serais pas là aujourd'hui. Il m'a envoyé un message. Il me dit « Hey, j'ai écouté, ça faisait bien 6 mois qu'on n'avait pas parlé, je pense. J'ai écouté ton podcast. Ouais. Et ça t'intéresse que je vienne parler de la transmission des anciennes générations aux nouvelles générations ?» Ouais, c'est ça le sujet. Je dis « Bah, carrément. » Donc, on va parler de ça. Mais avant... En général, je laisse aller la discussion vers là où elle va, mais c'est ce qui va se passer aussi, je pense. Même si tu as pris des notes. Okami, chou. Tu ne vas pas couper aux questions quand même traditionnelles du podcast, tout de même. Et je vais te poser cette première question, qui est la suivante. Si tu avais une baguette magique, de quelle matière serait-elle faite ? En quoi est faite ta baguette magique ? T'as pas pris de notes, là ? Non, pourtant, je savais que c'était une question qui venait. T'as voulu te préparer, mais à moitié, voilà. Ça aurait été une baguette en corne et en ivoire. En corne de quoi ? En corne de gazelle, par exemple. Donc, t'as coupé une corne à une gazelle ? Non, elle était morte, un lion l'avait tuée. Ah bon, d'accord. Et donc, elle est mêlée, quoi, ouais. entre de la corne et de l'ivoire. Ouais. Et alors, moi, du coup, j'ai fait un geste de torsade, là, mais c'est pas forcément ça. Elle a une... Ouais, on passe un peu là-dessus. Ça aurait torsadé parce que... Alors, pourquoi la corne et l'ivoire ? Parce que dans la mythologie grecque, on dit que... Faut bien parler dans la sucette, monsieur. Dans la mythologie grecque, les portes qui mènent au royaume des rêves, il y en a deux. Il y a une porte de corne et une porte d'ivoire. Il y en a une qui mène au songe vrai et une au songe mensonger. J'ai toujours aimé cette idée des portes qui ouvrent sur les rêves. Et donc, si j'avais une baguette, ça serait une baguette qui permettrait aux gens de rêver et qui mélangerait les songes mensongers, les songes réels, voilà, les présages, comme on disait. Ok, intéressant. Est-ce qu'à l'intérieur de ta baguette, il y a quelque chose ? Je sais qu'il faut mettre non, il faut pas. chose. Ah, je pensais que c'était obligatoire qu'on mette non, pas du tout. Un poil ou une plume. Non, je demande précisément, est-ce qu'il y a quelque chose ? Oui, je pense qu'il y aurait un poil de tigre, par exemple. De tigre ? Ouais. Pourquoi de tigre ? Parce que c'est mon signe astrologique chinois. Ok. Voilà. Et donc, ok. Et donc, d'accord. Est-ce que ça correspond à un trait de personnalité ? Le tigre ? Ouais, je fais très bien le tigre. Ouais, je pense que tu fais très bien, je suis impressionné. Hein ? On est d'accord. Même Okami, t'as les très très gros tigre. Méchant tigre. Bah oui, je passe pour quelqu'un d'un peu féroce et d'un peu carnassier, ouais, facilement. Alors qu'en fait, y a une fourrure aussi, quoi. Bah ouais. Et t'es pas si carnassier que ça et féroce, si ? On t'a dit que t'es féroce pour quelque chose ? On t'a donné une raison ? On me l'a jamais dit directement, mais de temps, je me rends compte effectivement que
des fois, je suis un peu raide avec les gens. Après, j'ai une forme d'humour aussi. Moralement, tu veux dire? Ouais, moralement, puis même dans ce que je peux dire, je pense que... voilà. Mais je ne suis pas là pour faire mon auto-analyse, mais... Bah, un peu, hein. Tu sais, les gens qui viennent, là, on parle de choses et d'autres, et puis après, on parle d'eux, on va vers là où ça... Je sais que tu veux absolument parler de ton sujet, mais si, quand même, le sujet pop culture expérience, c'est ça. Mais on va parler de ta pop culture, bien entendu. Mais En on fait, parle un peu de toi. j'aime pas quand les gens se racontent des histoires. Ils sont cons, j'aime pas les cons, voilà. Ouais, il y a un truc comme ça, mais c'est quand les gens se racontent trop des histoires, il y a un truc qui m'énerve au bout d'un moment et j'ai envie de dire aux gens, mais putain, reviens dans la réalité, quoi. Voilà. T'es en train de chercher des prétextes, t'es en train de chercher des excuses, t'es en train de chercher des choses comme ça. Et ça m'agace, donc je peux facilement rentrer dedans, quoi. Mais, voilà. J'ai pour habitude de dire aux gens, dans les décisions, alors évidemment, il n'y a pas de vérité absolue, mais c'est une espèce de précepte un peu qui m'aide, moi, parfois à choisir. Faut pas non plus se dire on fait que comme ça, mais que sur des choix, quand il y a 3 raisons contre, il y en a déjà 2 de trop. On cherche des prétextes pour... c'est compréhensible ce que je dis ou pas? Oui, c'est très clair. Ça fait 2 raisons de trop. Dis juste que, on peut juste ne pas avoir envie de faire un truc et ça suffit comme raison. Et en plus, j'ai ci, et en plus j'ai ça, et après, en plus... Bon, donc on a compris, t'as pas envie de... C'est bon, t'as pas besoin de nous dire... Non, mais c'est ta piscine, quoi. Voilà. Mais c'est très respectable comme raison. J'ai piscine. Et si j'ai sabre laser, j'ai sabre laser. Exactement, je peux pas, sabrelaser.com. Allez voir, c'est un site qui existe. Et de plus en plus, moi, j'essaye de dire aux gens quand j'ai pas envie. Pourquoi? Parce que j'ai pas envie. Ah, tu veux pas répondre? Non. Au téléphone. Bah, pourquoi? J'aimerais bien... Ah ouais, mais moi, j'ai pas envie de parler là. Donc, on peut parler par écrit si tu veux, mais c'est débile, hein, mais parfois les gens, tu vois, juste ça. Après, ça peut intervenir sur d'autres décisions plus, je sais pas, entrepreneuriales ou ce genre de trucs. Voilà. D'ailleurs, qu'est-ce que tu fais comme métier, Patrice? On en a pas parlé pour présenter un peu aux gens. Je suis... Au-delà d'être une bête féroce de sabre laser. Je suis ce qu'on appelle directeur des systèmes d'information. Ok. Pour ceux qui ne savent pas, c'est la fonction informatique. Tu es ingénieur informaticien? Je ne suis pas ingénieur, mais c'est la fonction informatique qui est haussée au niveau stratégique de l'activité, du fonctionnement et du développement d'une organisation, quelle qu'elle soit. Ça peut être une entreprise, une association, même une administration. Voilà. Donc, je fais ça depuis 15 ans. Ok. En face, là? En face, ouais. Mais on ne va pas dire où. On dit pas où? Non. Très bien, mais tout le monde sait où j'habite, donc c'est réglé. C'est en face, là, chez Paris Store. Voilà, le magasin de bouffe chinois. D'ailleurs, tu m'as rapporté un très cool cadeau. C'est la première fois qu'on me rapporte un cadeau, sache-le. Donc je suis très content. Qui sont des petits mochis, mais c'est pas des mochis glacés, c'est des mochis pas glacés. Ouais, c'est des mochis, les vrais mochis en fait. C'est des vrais mochis, ouais, voilà. Ça. Au haricot rouge. J'adore, c'est trop bien, c'est trop bien. J'ai découvert ça, moi. Comment tu savais que j'aime ça, moi? Oh, tu t'es dit? J'ai supposé que tu étais gourmand. Ah bah oui, bah écoute, le physique le laisse transparaître, je crois. Un petit peu. Made in Taiwan. Et bah c'est très bien, je suis très content. J'avais découvert ça, les Red Beans, et il y avait les Black Beans aussi, ils font ça aux Black Beans, en Australie. Il y a une très très grosse communauté chinoise en Australie, énorme. Et j'avais un pote là-bas qui était marié qui allait se marier à une chinoise, elle était coréenne, mais peu importe. Et il nous avait emmenés dans un super resto comme ça. Il nous dit, je vais vous faire découvrir ci, ça. Et en effet, il y avait Red Bean et Black Bean. Donc tu as visé juste, Patrice. Merci. Ça me fait plaisir. Tu vois, quand on parle là, on n'entend pas. Et là non plus. Donc n'hésite pas. Qu'on entende bien ta voix. Mets ton micro. Tu ne parles pas si fort que ça. N'hésite pas à le mettre vraiment devant ta bouche pour qu'on t'entende bien et que tu n'aies pas à hurler. Ça marche. Bon, d'accord, Patrice. Ce serait cool que tu reviennes quand même une fois au sabre laser. Même faire une demi-heure si t'en peux plus. Les escaliers, c'était pas compliqué là? 4 étages? Non, ça va mieux maintenant. C'est revenu. Après, je vois quand même le côté beast sportivement. Moi, j'entends que t'es un tigre, hein, vraiment. Hein. Patrice, il est quand même en forme physiquement, faut se le dire. Il a des épaules vraiment carrées. Sous la barbe, je sais pas, parce que c'est le make-up des garçons, paraît-il. Mais en tout cas, on devine, tu vois, une tête un peu guerrière, quoi, tu vois, une mâchoire un peu de guerrier. Et vraiment, et pourtant, Dieu sait que moi j'aime la bagarre avec des règles, j'entends la bagarre laser et le rugby à l'époque, mais Patrice, il était vraiment rude. Il était vraiment rude à la bagarre.
Voilà, tu t'en laissais pas compter, quoi. Fallait, quand Patrice est entré sur la piste, attention, quoi. Ouais, c'est vrai. Hein. Oui, après, c'était pas forcément la technique la plus efficace. Et, c'est quelque chose que j'ai essayé de travailler. La mobilité, l'agilité. Voilà. Alors ça, c'est là aussi, peut-être que l'âge joue un peu. On est moins. Peut-être. Les réflexes s'amenuisent, on est moins mobile à un certain âge. Voilà, donc. Et c'est vrai que j'avais tendance peut-être à en compenser par la force ou la puissance, mais c'est pas ce qui fonctionne finalement réellement au sabre laser. Non, pas tant. Voilà. J'ai bien vu les champions et c'est plutôt des serpents. Ouais, on est plutôt sur de la rapidité, de la finesse. Voilà. Mais bon, parmi le top 10, on a quand même des gars qui envoient un peu, dont moi par exemple. Oui, j'allais qui sont un peu rudes quand même aussi. Il y a aussi quand même le côté effectivement. Après, on n'a pas le même âge. Un peu physique, voilà, qui fait que. Côté physique, ouais, c'est joliment dit. Je pense que dans le sabre laser, il y a une partie psychologique, la façon dont l'adversaire se présente, bouge. Ça fait partie du jeu et de la façon de mener le combat. D'ailleurs, on le voit que au sabre laser, il n'y a pas de cosplay, mais en fait, chacun fait quand même un petit peu attention à sa présentation, à sa tenue, qu'est-ce qu'il va mettre pour se présenter dans l'arène, et ça joue. Voilà. Ah bah 100%. 100% ça joue. Des gens qui dessinent sur leur masque, etc., qui ont un truc. Mais oui, ça joue. J'ai d'ailleurs, tu le dis vraiment à propos, j'ai d'ailleurs moi la même tenue de compétition depuis des années. C'est la même. On sait que j'arrive, je suis en noir avec une grosse tête de mort sur le torse. Ça présente le truc tout de suite. Il y a pas le Punisher. Et c'est le même sujet. Bon voilà. Trêve de plaisanterie. Patrice, de quoi tu veux me parler sur ta feuille ? Dis-moi tout. C'était la transmission, tu m'as dit. On reviendra évidemment à l'enfance, machin, etc., d'où tu tires ta culture populaire aussi. Quelle est ta culture populaire ? Mais rentrons dans le vif du sujet, puisque c'est ça dont tu voulais parler. Et tu as même pris... Il y a 2 feuilles ou il y en a une ? Il y en a vraiment 2, quoi. Hein. Il y a vraiment 2. Donc, vu que tu as pris la peine de faire ça, on va quand même en parler. Tu voulais me parler donc de la transmission de la pop culture entre des générations plus anciennes. On peut dire les vieilles générations, des anciennes générations aux nouvelles. Ou des anciens aux moins anciens. Comment tu peux dire ça, toi ? Comment tu as envie de dire ça ? Alors, moi, je ne pensais pas à l'idée qu'il y avait la transmission de la pop culture des générations. Mais c'est comment la pop culture fonctionne comme lien ou peut fonctionner comme lien entre les générations. C'est pas pareil. Et, parce que... Parlez bien dans la sucette, monsieur. Je ne pense pas qu'on décide de transmettre quelque chose, une pop culture, plutôt qu'une autre. Ouais. Mais par contre, quand elle circule, elle permet de créer du lien. Je sais pas, parlons du monument de la pop culture qu'est Star Wars. Ouais. Moi, je vois bien que c'est avec cette culture commune de Star Wars que je suis arrivé au sabre laser et d'encore rencontrer un ensemble de gens, parler avec eux. Oui. C'est un lien très fort avec un ami qui venait aussi au sabre. D'ailleurs, c'est lui qui m'a emmené la première fois. Tristan, qui a 35 ans. Voilà. Et Tristan Decker ? Tristan Hubert. Ah, Tristan Hubert, oui. Et donc... il vient plus, Tristan. Non, il vient plus, non. Mais après, Tristan, il s'est marié, il a une petite fille. Bah, moi aussi, j'ai une petite fille. Hein. Il a une autre vie, voilà. Et donc, voilà, comment la pop culture permet que des générations différentes puissent avoir des conversations, communiquer, partager un univers de référence, éventuellement des valeurs. Il y avait un sujet génération quand même. Il y a un sujet génération, oui. Pour moi, après, j'ai pris des notes parce que j'ai pensé à la transmission sur d'autres aspects, le lien entre d'autres aspects. Pourquoi tu voulais parler de ça précisément ? C'est quoi ton rapport à ça ? Le tout premier reproche, pas le tout premier reproche. Ah, ça y est, les reproches, on commence. Ça fait 20 minutes, ça y est, on y va, les reproches. Le cadeau, les reproches. La toute première remarque que je me suis fait en écoutant les premiers podcasts, c'est que il manquait peut-être par moment quelque chose qui soit un peu structuré, un thème ou quelque chose qui suivrait. Ouais. Peut-être parce que je suis plus du monde de la radio et moins du monde du podcast. Toi, tu es du monde de la radio ? Oui, professionnellement ? Non, mais quand j'étais jeune,
C'était le début des radios libres. T'as écouté le podcast de mon père ? En partie simplement, mais j'ai trouvé très intéressant. D'ailleurs, c'est un podcast aussi sur la transmission, puisque finalement. Complètement, 100%. C'est pas aussi, c'est 100% un podcast sur la transmission, vraiment. La boucle était bouclée, j'aurais pu arrêter le podcast ici et aller me coucher. Et donc, voilà, donc les radios libres, donc, effectivement, quand la radio, on préparait un conducteur, enfin un ensemble de sujets, mais le côté spontané, c'est bien aussi, ça me plaît. Et donc, sache que mon père m'a dit la même chose que toi. Hein. D'accord. Voilà. Il m'a dit, c'est n'importe quoi, il m'a dit. Il m'a dit, ça part dans tous les sens, il faut le monter, qu'il y ait un sujet principal, tout ce que tu viens de me dire. Donc, je me suis Faites un podcast tous les deux, sinon. Ouais, on va peut-être faire ça. Voilà. Ouais. Je vais venir si Adrien est d'accord, je vais venir parler au podcast, dans son micro, mais je voudrais effectivement avoir en tout cas un sujet qui puisse permettre de boucler, de revenir, même si on fait des digressions, ce qui va se passer, c'est certain. J'ai pas compris si je suis d'accord de quoi. Si tu es d'accord que je vienne au podcast. Quel podcast ? Celui-là. Ah oui, du coup t'es là, donc oui. Quand j'ai réfléchi à l'idée de venir, je me suis dit je vais venir avec un thème. Voilà. Puis ça me va bien. Et puis le lien entre les générations, c'est quelque chose que moi j'ai vécu aussi avec vous, en écoutant les podcasts. Quand j'écoute Valentin, par exemple, bien sûr. Effectivement, je me sens connecté à cet univers. Et pour parler de Star Wars, par exemple, effectivement, moi. C'est quelque chose que j'ai partagé, transmis, alors pas à mes enfants parce que j'en ai pas, mais à Tristan par exemple. Voilà, c'est quelque chose qu'on a partagé ensemble. Voilà. Moi j'aime bien dire aussi que moi je suis vieux, maintenant je suis vieux, mais moi j'ai vu Star Wars au cinéma l'automne de la sortie en 73, 77. 17 pardon. Voilà. Ah bon? Ouais. Ah oui, 77. Je me souviens plus du jour précisément, c'était un dimanche, ça je le sais. C'est pas mal déjà. Ouais. C'était un dimanche parce que on parlait de Star Wars à la télévision. Guy Lux avait fait un numéro. Il en avait parlé dans ses émissions. T'as pas 60 ans, t'as 1000 ans. J'ai 62 ans. Et donc mon père, on n'habitait pas à Lyon, on habitait à 25 km de Lyon, dans une petite ville qui s'appelle Brignais. Mais un dimanche, mon père nous a emmenés au cinéma. On est parti à Lyon, dans une salle qui n'existe plus, qui s'appelle le Palais des Congrès, qui était une des plus grandes salles de France à l'époque. 1200 places, un écran. 1200 places, ah oui. Un écran de 22 mètres sur 10. Ah ouais, on est sur un gros truc, même sur les spécificités d'aujourd'hui, quoi. Projection 70 mm. Ah ouais. Voilà. Et moi, je ne savais pas trop ce que j'allais voir. Tu étais dans les meilleures conditions, on peut le dire, à l'époque, pour découvrir un film comme ça, non ? Le bâtiment était immense. Comme souvent, avant, j'ai eu envie de pisser. Et donc, je suis parti un peu rapidement chercher les toilettes, qui étaient bien sûr au 4e sous-sol, après 18 portes. Je me suis perdu en remontant et je suis rentré dans la salle. Ça allait juste commencer, quoi. Ils avaient éteint les lumières, ça allait commencer. Ouais. Et là, il y avait un truc, il y avait un effet pas un effet spécial, mais un effet de surprise. C'est que l'écran, qui était immense, en fait, pendant les bandes annonces et pendant les publicités, il était sur un écran de 35 mm avec des rideaux qui délimitaient. Ouais. Et puis la salle s'est éteinte pendant que j'essayais de retrouver ma place parmi 1200 personnes. Et là, le rideau s'est écarté et l'écran est apparu dans sa totalité, donc 200 mètres carrés, quoi, 220 mètres carrés. Et là, le générique est parti, la musique est partie et c'était incroyable. Et c'est un souvenir. Ça t'a marqué ça m'a marqué, tout jamais. Ouais. Après, la folie Star Wars, j'ai envie de dire, c'est surtout venu à l'épisode 2. Enfin, à l'épisode 4, pardon, excusez-moi. Les puristes. Bon. À l'épisode 2, à l'épisode 5, tu veux dire ? L'épisode 5, oui. Ouais. C'est-à-dire l'Empire contre-attaque. L'Empire contre-attaque. Moi, c'est le second épisode qui est sorti en temps. Voilà, effectivement, moi, ma chronologie Star Wars reste marquée par l'ordre dans lequel je les ai vus. J'ai d'abord vu la trilogie, ensuite la prélogie, et ensuite... J'ai même démarré, moi, par le Retour du Jedi. j'ai fait dans l'autre sens. Je sais pas ce qu'on peut comprendre. Voilà. Après, donc, la folie Star Wars, elle a commencé là avec l'Empire contre-attaque, avec ce truc incroyable, parce que la production était quand même cette fois extrêmement sérieuse. Ça se voyait à l'écran, c'était magnifique. Et puis, on est passé sur un cap un peu différent. Ouais. Et puis, il y a eu cette idée de faire un film en 2 parties. C'était, je pense, une
innovation à l'époque. En tout cas, c'était pas du tout courant. Et avec un cliffhanger incroyable, Solo dans la carbonite. Enfin, c'était. Il y a des choses puissantes. C'est né là. Enfin, pour moi, c'est né là. C'est pas né au premier. Le premier, c'est un gros souvenir. J'ai beaucoup aimé, mais c'était un one shot. En fait. Ouais. Et ça commence avec l'Empire contre-attaque, parce que la trouvaille scénaristique, le personnage de Dark Vador. Ça a assis ton amour de Star Wars, quoi. Star Wars. Et après, voilà. Après, moi, je suis pas un fan absolu. Je vais voir les films, je regarde les séries, mais je suis pas comme Valentin à savoir comment s'appellent les appendices de devant d'Ahsoka, quand pas le même nom que les appendices de derrière. Ça m'a beaucoup impressionné. Ah ouais, c'est fou, hein. Je sais que ça s'appelle les coups ou l'écu, mais les deux, mais je savais pas qu'il y avait un nom pour devant, un nom pour derrière. Mais voilà. C'est dingo, hein. Ça m'a incroyable. Mais c'est ça la pop culture aussi. Ça peut être à des gens qui vont aller à un truc très 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 précis. Ouais. Voilà. Les nerds de Star Wars, on est vraiment là-dessus, quoi. Après c'est très bien. Après la pop culture, moi j'ai grandi dans une pop culture qui est celle des années 70-80, c'est-à-dire c'est la pop culture qui arrive par la télévision. Toutes les séries de télévision. Je me permets de te couper. Est-ce qu'il y a un temps à ne pas dépasser pour toi? Non, moi j'ai le temps. Ok. Sauf si on décide de pas déjeuner. Mais... Écoute, moi je vais, tu vois, moi je vais pas pouvoir déjeuner avec toi parce que j'ai un autre truc à faire, mais je dois préparer le rendez-vous d'après. Mais c'était pour savoir surtout si je devais couper à un moment donné. C'est toi qui décides. Voilà. Non, mais c'est parce qu'il y a des gens qui ont vraiment 1 heure pile, 1h30 pile. Bon voilà. Donc pardon, les séries, la télé, toute cette période-là. Oui, il y avait déjà chez moi un goût pour la culture populaire, parce que c'est ça finalement la pop culture, c'est ce que ça veut dire, et ça veut dire les choses un peu, les choses qui font que la pop culture est un univers riche, un univers qui fait rêver, un univers qui fait réfléchir aussi. Donc c'est des séries comme Le Prisonnier, c'est des séries comme Chapeau le bout de cuir. C'est des séries qui sont étonnantes par leur contenu ou la façon dont c'est traité, les mystères de l'Ouest, voilà. Le lien entre les générations, c'était déjà ça. Il y avait une série que je regardais pas vraiment. Enfin, alors à l'époque, en plus, c'était pas Internet. Hein. Il fallait être devant la télé le moment où il y avait l'épisode, quoi. Sinon, tu voyais pas. C'était une série qui s'appelait Le Fugitif. Et ma mère adorait Le Fugitif. Et donc, j'aimais beaucoup regarder la série avec elle, même si moi, elle m'intéressait moins, parce que c'était un moment qu'on partageait, puis on discutait après. Et de la même chose après. Moi, j'aimais Goldorak, par exemple, même si j'étais déjà un peu grand pour Goldorak. Mais ma petite sœur adorait Candy, et je regardais Candy avec elle parce que ça lui faisait plaisir. Et après, on pouvait parler de Candy. Et donc, c'est ça la question du lien pour moi dans la pop culture. C'est un truc qui fait parler les gens, qui les amène à échanger, à partager, parfois à polémiquer. Ils ne sont pas d'accord sur tel ou tel sujet, mais surtout à ça peut mener loin dans les discussions. On fait partie d'une communauté et ça, c'est quelque chose qui relie. La pop culture, c'est quelque chose qui relie. Donc ça relie les gens, ça relie les générations. Et moi, ça m'étonne toujours que des gens soient au courant de choses de pop culture, alors que ce sont des choses qui se sont passées avant leur naissance. Par exemple... pourquoi ? Parce que voilà, c'est comment ça fait que quelque chose qui n'est pas reconnu par le monde de la culture officielle, l'intelligentsia, les choses comme ça, arrive à se transmettre au point que les gens deviennent des fans. Il y a de plus en plus de public. Star Wars, la plupart des gens qui sont fans de Star Wars aujourd'hui sont nés après la diffusion de la trilogie originale. Mais ça m'épate. Si la culture, ça t'épatrice, salsa. Ça t'épatrice. De toute façon, la culture, c'est fait pour être transmis. Oui. Moi, j'écoute bien, alors un peu moins en ce moment, mais du Ray Charles, par exemple. Je vais avoir 37 ans le mois prochain. C'est clairement pas le moment où je suis né. Clairement pas. Je suis d'ailleurs plus fan de Ray Charles que de Jul, je te cache pas. Tu vois, c'est fondateur, c'est des trucs fondateurs aussi quand tu t'intéresses à la culture et tout, donc ça me paraît
Moi, ma fille, je commence à lui faire écouter les Beatles, les machins. C'est de la transmission. On en est là, elle a 7 ans. Tu vois, et d'autres trucs. Donc, pourquoi c'est si épatant que ça qu'on s'intéresse à des trucs qui marquent, qui ont changé. Star Wars, puisque tu parles de Star Wars, c'est quand même fondateur de plein de sujets du cinéma d'aujourd'hui. Fondateur sur les effets spéciaux, sur le côté trilogie, le côté épopée galactique, le côté machin, c'est fondateur sur plein de trucs. Ils ont révolutionné pas mal de choses. Ils ont révolutionné l'économie du cinéma. En plus de ça. Et l'économie de la pop culture en général, avec la création de franchises, l'idée que les revenus ne viennent pas uniquement des films, mais viennent du merchandising. Ouais, complètement. Cette idée que Lucas, et c'est là aussi le bonhomme, moi, m'impressionne. C'est-à-dire à la fois, c'est un projet qui mène pendant 10 ans, qui va arriver à faire quelque chose, à créer un univers qui va pouvoir ensuite se développer de façon incroyable, même s'il a fallu faire des rectifications, comme on dit. Oui, c'est joliment dit. Ouais. Je ne sais plus comment ça s'appelle, il y a un terme précis pour dire qu'on fait une rectification de temporalité ou de continuité. Mais surtout, il a eu cette idée de dire non, mais moi, vous ne voulez pas me payer, vous ne voulez pas financer ce film, je ne veux pas d'argent, mais en échange, je prends tous les droits. Voilà. Et ça, il fallait quand même être sacrément visionnaire ou sacrément joueur pour dire que. Voilà. Et puis, sacrément croire à ce qu'on était croire à son projet, en train de faire. Quoi. C'est clair. Donc. Je pense qu'aujourd'hui, les générations comme la tienne sont plus soucieux de transmettre réellement, d'être dans l'acte de la transmission que pouvait l'être la génération de mes parents. Moi, mes parents, ils m'ont transmis des choses, mais ce n'était pas intentionnel. Ils l'ont fait parce que j'étais dans leur univers. Ça arrivait naturellement comme ça, quoi. Et puis finalement, ça c'est une chose qui est aussi une question de parler de temporalité. Dans les années 80, les années 60 semblaient très loin. Mmh. C'était vraiment un autre monde. Mmh. Aujourd'hui, on est en 2023. Voilà. Les années 80, pour beaucoup de gens, ça ne semble pas si loin que ça. Ouais. On écoute la musique des années 80 régulièrement. Il y a des choses qui sortent, il y a des références à cette période-là, 90, comme si le temps s'était un peu compressé et que 40 ans, ça paraît une distance moins importante que 20 ans dans les années 60. À l'époque, ouais. Parce que moi, si je regarde, dans les années 80, 40 ans avant, c'est quoi ? Déjà, c'est la guerre, c'est la Première Guerre mondiale, et puis c'est Bert Silva et Damia et la chanson réaliste, quoi. C'est quelque chose qui, aujourd'hui, il n'y a que des spécialistes qui connaissent. Ah bah clairement, moi je ne connais pas. Hein, alors que tu passes Alexandrie, Alexandra dans une soirée, tout le monde danse, tout le monde connaît les paroles. Le truc qui est sorti en 75. Ouais, vraiment, mais alors du coup, c'est pas aussi parce que je te pose la question, enfin tout le monde dit ça, on a une facilité de transmission aussi, puisque petit à petit, la techno s'est développée. Du coup, même à l'époque, on a des images, on a du visuel, on a du son qui se transmet, même avec le grain de l'époque, mais qui était digitalisé. Et du coup, on a de facto un accès extrêmement facile à la culture. Un accès beaucoup plus facile, et ça, c'est une des choses intéressantes des réseaux et d'Internet et des choses comme ça. L'importance aussi de la transmission, moi, la pop culture, ce que je voulais dire, c'est que dans un monde qui apparaît souvent comme fracturé, où les gens sont pas... On met souvent en évidence les conflits, les oppositions, les choses comme ça, le fait que des gens partagent à travers les générations et même à travers les origines d'une culture commune, c'est quelque chose justement qui concourt à rassembler, à mieux se comprendre ou à découvrir les autres et pas les voir forcément comme des... Voilà, ce qui est... On entend souvent parler, trop souvent je trouve, de choses violentes, et c'est pas que ça n'existe pas, mais qu'on ne mette jamais en avant. Moi, ce que j'ai aimé dans l'école du Saint-Bon-Lazaire, par exemple, c'est le côté extrêmement... c'était un safe place. Ça vraiment, pour moi, c'était la première fois, je crois, que j'allais dans un truc collectif comme ça, où il y avait cette idée que ça devait être un endroit safe pour les gens, pour toutes les différences, pour toutes les minorités et pour tout le monde. C'est-à-dire que chacun était important. Je suis content que tu le dises. Ah ouais, parce que moi, ça m'avait vraiment touché. Ouais. Donc ma fidélité aussi, même si je ne vais plus à l'école, de vous écouter, elle est liée à cette époque-là. Que
Je me dis, ça, c'est ça, et la pop culture, c'est ça aussi. Et c'est pour ça que le podcast de Valentin m'a beaucoup intéressé, parce que je savais qu'il était engagé à titre personnel dans cette éthique de la bienveillance et de l'acceptation, et qu'il puisse venir en parler comme ça. Surtout que j'ai senti qu'il n'était pas toujours forcément à l'aise pour prendre la parole, et c'était d'autant plus chouette qu'il le fasse. Et c'est pour ça que ce podcast il est important pour moi, parce que c'est un sujet qui revient souvent dans tes podcasts, et c'est parmi tes invités. Et c'est bien que les gens parlent de ça. Tu me parles du safe, de l'inclusivité, etc. Ouais. Enfin, etc. Pas etc. Mais ce sujet-là, globalement. Ouais, c'est ça. Ouais. L'inclusivité, le fait que chacun doit pouvoir faire du sabre laser, par exemple. C'est pas ça voulait pas dire qu'on rigolait pas, qu'il n'y avait pas une ambiance. Non, mais pas du tout. On sentait que c'était. Au contraire, même, je dirais. Voilà. Au contraire, je dirais, franchement. Tout le monde n'est pas un bisounours, mais. Non, bien sûr. Mais c'est aussi. Faut souvent, parfois, faut lutter contre aussi les préjugés qu'on nous a inculqués, les stéréotypes dont on nous entoure. Voilà. Tout ce mouvement de la pop culture autour de l'inclusivité, de ce qui rassemble, choses comme ça, c'est vraiment chouette. Voilà. Je suis content que tu le dises, parce que c'est un sujet qui compte vachement pour nous dans le développement, et même, je dirais, jusque dans le développement des règles. Ça va jusque-là, des règles du sport, d'une partie. Je montre avec mes mains pour faire les différentes parties. Une seconde partie des formats sportifs, c'est-à-dire la manière dont le tournoi va se dérouler. Ça ne comprend pas les règles, du coup. C'est-à-dire qui va se qualifier à quel moment, etc. Du nombre de médailles qu'on remet aussi. C'est-à-dire qu'on remet des médailles jusqu'au 4e, pour que tous les demi-finalistes et finalistes soient inclus. Bon, c'est un lieu commun dans le sport de compétition, mais en fait, quand on fait du sport amateur comme nous, et qu'on veut aller vers un truc professionnel. Et pareil, le format sportif, on essaie qu'il soit le plus inclusif possible, tout en étant extrêmement compétitif. Donc qui donne du grain à moudre aux compétiteurs comme moi, par exemple, qui aiment vraiment gagner des coupes au chocolat. C'est vraiment le but de ma vie entière, c'est celui-là. Pour se dépasser. Mais quand même, on essaye de le mettre en place de plus en plus. Et on a fait un tournoi un peu majeur cette année avec Arthur, que tu connais, qui s'occupe du sport, pour donner le plus de combats possible aux gens, pour qu'ils puissent pas venir pour rien, kiffer à fond, faire au moins 6-7 matchs, rentrer chez eux, rincer de fatigue parce qu'ils ont tout donné. Bon, ils ne sont pas qualifiés pour les phases finales, c'est pas grave, mais ils sont pas venus pour 1 ou 2 combats, ils se sont fait éclater tout de suite par plus fort que soi, c'est pas grave. C'est pas le sujet. Et ça, en fait, donner de la compétitivité aux gens qui sont compétiteurs n'implique pas le fait d'éliminer immédiatement tous les... Je fais exprès un terme grossier, sportif, d'éliminer immédiatement tous les nuls pour eux, de leur point de vue de compétiteurs qui sont pas à leur hauteur, par exemple, pour aller dans l'extrême négatif. Mais tous les gens qui sont pas forcément là que pour ça, quoi. Donc ça, ne serait-ce ça, c'est déjà cool. Moi, je suis content que tu le dises parce que c'est un truc qui nous importe beaucoup. En fait, mais plus on se bat pour l'inclusivité, vraiment plus on fait des blagues terribles, vraiment genre terrible, on fait toutes les blagues. Du coup, si on inclut tout le monde, on inclut tout le monde. On fait des blagues sur tout le monde et les plus graves possibles, quoi. Surtout qu'on puisse rigoler, quoi. Après, bon voilà, si il s'avère que quelqu'un nous dit ça, on n'en parle plus, on n'en parle plus, tu vois. Et c'est terminé. Donc ça, je suis content que tu le dises. Je suis content d'entendre que ça t'importe et que ça t'a importé aussi pour rester. Oui. Et que tu t'es senti à l'aise aussi. Je pense qu'il y a au moins 30% des gens qui continuent à rester parce qu'ils ont trouvé, tout en voulant pas forcément être un compétiteur ou une compétitrice de l'extrême, sont contents déjà de se bouger le derche pour faire un peu de sport et se maintenir en condition, pour être en bonne santé. Et puis d'être dans un truc où on a des copains, des copines. Il y a des gens qui se sont rencontrés en couple, des amis qui se quittent plus. Il y en a plein. Puis qui continuent à venir parce qu'ils s'y sentent bien. Bon, voilà. Donc, je suis content que tu le dises. Voilà. Je vais quand même te poser une question avant que tu enchaînes. Vas-y. Puisque visiblement, c'est Patrice qui fait le podcast et pas moi. Ça fait déjà 40 minutes qu'on blablate, tu vois. C'est quoi, je t'ai dit, les questions quand même du podcast que je pose. C'est quoi ton super pouvoir dans la vraie vie ? Dans la vraie vie, c'est pas un super pouvoir. Je crois que j'en ai peut-être 2.
J'ai des très belles chemises à carreaux. Et alors, quand je le dis, il faut que je le dise que ça soit pas. Mon super pouvoir, c'est que j'ai un processeur qui tourne 2 fois plus vite ou 3 fois plus vite que les autres. Ok. Alors, ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent, parce que j'ai mes limites comme tout le monde. Moi, les équations de second degré, ça vient. Les intégrales, c'est autre chose. Mais quand c'est à ma portée, ça va très vite en termes de compréhension, D'accord. en termes de machin. Et c'était, voilà, ça c'est mon super pouvoir. Ça m'a pas toujours aidé, parce que par exemple à l'école, quand j'étais à l'école, en fait, le prof. T'as été à l'école? Ouais, j'étais à l'école. Ouais. Jadis. C'était obligé à l'époque. Et donc, tu vois, être à l'école, à une école où les garçons étaient dans une école et les filles de l'autre. Donc, tu dates de cette époque-là? Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Tu t'en sors bien un peu, non? De mon point de vue, non. Mais tu t'en sors pas bien? Si, je m'en sors très bien, il n'y a pas de problème. Puis après, c'était vraiment la petite enfance. Donc en fait, dès le CE2, j'allais dans une école mixte. Donc ce qui se passait, c'est que moi, je m'ennuyais. Parce qu'en fait, le prof expliquait le truc. L'instit, elle ou lui expliquait. Et puis après, moi, je faisais le pitre. Parce que en fait, pendant que mes petits camarades tirer la langue pour comprendre comment 2 et 3, ça fait 5. Voilà. Alors après, j'ai eu parfois des instituts intelligents, notamment il avait compris le truc. Et quand moi, j'avais fini mon exercice, il me filait un dictionnaire. Et puis, il me disait, tu lis 3 pages. Puis après, tu me racontes. Donc, du coup, je faisais pas le pitre, je lisais le dictionnaire. Oui, il te donnait une mission pour aller plus loin. C'est le super pouvoir, mais c'est pas... Voilà, c'est pas... c'est pas un truc d'intelligence, c'est un truc, ça tourne plus vite. Je sais pas comment l'expliquer. Voilà, ça tourne plus vite. Je comprends. Quand c'est à ma portée, je comprends tout de suite. Mais du coup, ta portée, elle est plus... Enfin, essayons de ne pas faire de valeur sur les gens, mais ta portée est plus grande que les autres? Non. Comparativement parlant, tu comprends plus vite plus de choses? Je comprends pas plus de choses plus vite, mais quand c'est quelque chose que je peux comprendre, je vais le comprendre tout de suite. Ça va fonctionner, ça va tilter tout de suite. Voilà. Je sais pas comment l'expliquer. Est-ce qu'on peut dire que tu as des facilités à comprendre les choses? Ouais, je pense que peut-être. Ouais. Tu as la comprenette plus vite. Comprenette facile, puis la réflexion aussi facile. Aussi, oui, au-delà d'intégrer la compréhension, tu as intégré peut-être même l'application des choses, tu es allé plus loin que ce qu'on essaie de t'apprendre. Quand il s'agit de découvrir un logiciel, par exemple, je maîtrisais très très vite les fonctions du logiciel, des choses comme ça. Puis après, l'autre super pouvoir... c'est pas mal déjà comme super pouvoir, ça. Ouais. Alors c'est un peu moins vrai aujourd'hui, donc je vais moduler, mais l'autre super pouvoir, c'est que aujourd'hui, je dirais, je suis très très rarement malade, mais pendant des années, j'ai dit, je ne suis jamais malade. Et c'est vrai que pendant des années, des décennies, j'ai pas vu un tout-bim, j'ai pas vu. Voilà. Ouais. Même la Sécu, à un moment, m'avait rayé de ses listes. Parce que on pensait que tu étais mort. Ils avaient des problèmes de stockage de données. Et en fait, un jour, on vous a effacé, ça faisait 5 ans qu'on n'avait pas de nouvelles de on vous a archivé. C'est pas vrai. On a archivé votre dossier. Ah, c'est dingo. C'est dingue. C'était dans les années, à la fin des années 90. Effacé de la Sécu, c'est fort, ça. Pas effacé, archivé. Archivé. Mais l'Empire, il a des archives. T'es perdu dans les archives de l'Empire. Aujourd'hui, c'est moins vrai. Après, comme tout le monde, maintenant, j'ai des petites affections, des rhumes. J'ai eu un Covid lourd, un peu sévère. Voilà. Donc, je peux plus dire, je suis à chaud à sable, je suis immortel. Il y avait une série qui s'appelait L'Immortel, comme ça. Ouais. Voilà. Et puis, mais quand je vois les pouvoirs de régénération de Wolverine ou des choses comme ça me fait penser à ce genre de trucs. Je me dis, moi, j'ai ce pouvoir-là. Finalement, la maladie ou les microbes, les virus, ils rentrent pas. Voilà. T'as vu Incassable? Oui, Incassable, oui. Voilà, c'est un peu le truc. Après, il y a des légendes familiales ou machin. Moi, par exemple, enfant, j'ai contracté ce qu'on appelle une primo-infection. Une primo-infection? Infection. Ouais, c'était d'avoir été contaminé par la tuberculose. D'accord. Et puis d'être sorti tout seul. Ok. Voilà. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis dispensé du vaccin. Parce qu'en fait, t'es Wolverine, en fait. J'ai un vaccin, un petit tuberculose. Tu es un vaccin à toi tout seul. Voilà. Mais, et en fait, c'est un truc qu'on a découvert après. Donc, personne n'a su que j'avais fait une primo-infection. C'est juste la première fois qu'on m'a fait le vaccin anti-tuberculeux. Il y a eu une réaction épouvantable, la QT réaction, et le bras a triplé de volume. Waouh. Donc, voilà. C'est ça les super pouvoirs que j'ai. Pas mal déjà. Ouais, c'est pas mal, ouais. Pas de tomber malade peu ou pas, c'est quand même plutôt cool. Ah ouais, surtout. Franchement, la régénération à la Bruce Willis de Incassable, vraiment. Ça, c'est cool aussi. C'est très pop culture, tes super pouvoirs finalement. Oui, ils sont. On pourrait tirer un héros ou un anti-héros, mais enfin en tout cas un personnage un peu fort
de Marvel ou de DC avec des pouvoirs un peu cool. Ou un personnage dans The Boys. Ouais, dans The Boys, carrément. C'est ton truc, The Boys? Ah, j'ai adoré. Putain, moi aussi. Moi, ce que j'ai adoré dans The Boys, c'est que, en fait, The Boys vient sur des aspects. Tu pourrais être le chef de The Boys. Peut-être, ouais. Il vient sur les aspects qu'on essaie d'écarter dans la pop culture en général et tout ça. C'est tout ce qui tourne autour des fonctions organiques, de tout ce qui tourne autour du sexe. Bien sûr, complètement. Ça, comment ils font dans leur putain de costume c'est clair. quand il s'agit d'aller pisser. Voilà. Ah, moi, ça m'a grave interpellé. Et comment ça se fait que... bon, on va pas dériver sur ce sujet-là, mais c'est un truc, moi, c'est dans The Boys, j'ai adoré le fait qu'ils viennent apprendre un peu frontalement ces questions un peu tabous, ou un peu à côté quoi, du côté bien gentil de la pop culture. C'est tout le fond, j'ai l'impression, de cette série, The Boys. Oui, c'est d'aller vraiment à contre-courant et se dire, ok, en fait, c'est quoi les super-héros dans la vraie vie? Okami, c'est bon le ronflement? Merci. Moi, j'ai trouvé ça fantastique. Je regarde ça pour... Non, mais on peut parler de sexe, ça pose aucun problème. D'ailleurs, j'ai lancé des nouveaux formats, t'as vu? Ouais, j'ai vu, ouais. Et je reçois cet après-midi une première fille pour le côté meuf. Et j'ai reçu... Tu te souviens de Romain Darmon? Oui, bien sûr, ouais. C'est un de tes amis? Non, mais je vois très bien qui c'est dans la... Comme tu as répondu, je me suis dit, je me suis dit peut-être que... Et il est venu aussi pour faire le format sexe. C'était très cool. Je vais le diffuser, je sais pas trop quand. Et j'ai lancé sport il y a pas longtemps. Mais il faut que je vais... On pourra parler d'ailleurs, peut-être, si tu as envie de revenir, comment c'était le sport à 60 piges avec des gens qui ont vraiment 20 ans de moins. 30 ans, 40. Ouais, parfois. On a encore des tout jeunes. Hein. Ils sont un peu foufous, hein, c'est un peu chiant, mais bon, voilà. Non, The Boys, moi aussi, c'est vraiment, vraiment ma came de série. C'est complètement assumé. Il y a un peu de trash bien senti. Qui sont ces gens qui m'appellent en permanence la chute maintenant? Et ce qui est intéressant dans The Boys aussi, c'est que c'est une série que tu apprécies, d'autant plus si tu es fan en fait, de super-héros. Et de bien sûr. Parce qu'en fait, tu vois tous les détournements, tu vois tous les clins d'œil, comment les situations qui sont des situations classiques ou même clichés dans les films ou dans les séries de super-héros, comment elles sont reprises, détournées, voilà, y compris la question de... quand tu as un super pouvoir, c'est pas toujours facile de dire tiens, je vais faire le bien avec ce super pouvoir. Alors, c'est pas la seule série qui a abordé ce thème. Il y a eu d'autres séries comme ça, mais d'autres films comme ça. Mais c'est intéressant. Et puis après, c'est drôle. Il y a un côté jouissif. Il y a un côté un peu trop, un peu. Oui, mais assumé. Du coup, c'est ça qui est bien. Beaucoup. Le fait qu'ils aient choisi aussi des acteurs qui les aient grimés pour ressembler à des acteurs de super-héros, des vrais. Enfin, tu vois. Bien sûr. C'est assumé le fait que je sais plus comment s'appelle le chef de la bande là, il ressemble un peu en fait à Logan. Laisse, t'inquiète. Donc oui, il y a quelque chose. Moi j'ai beaucoup aimé cette série, mais j'aime beaucoup tout ce qui est Butcher là, tout ce qui est second degré, détournement, voilà. Et puis, je parlais du lien tout à l'heure entre les générations, ça marche aussi dans l'autre sens. Par exemple, moi. En fréquentant des gens plus jeunes que moi, qui sont dans des pop cultures de leur génération, eux, ils me les font découvrir. Par exemple, c'est grâce à Tristan que j'ai découvert en fait un peu le monde de la pop culture japonaise, notamment des animes et des choses comme ça. Spontanément, c'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais quand même, à force qu'il me parle de Ghost in the Shell, j'ai fini par le voir. Et je l'ai même revu, parce que la première fois, j'avais pas trop accroché. Ouais. Et puis, on en a beaucoup discuté. Et quand je l'ai revu, en fait, j'ai vu en fait tout l'intérêt de ce film et puis de l'univers de Ghost in the Shell, bien sûr. y compris le remake, la version américaine. Et ça, c'est un sujet aussi que je voulais aborder. J'entends, quand j'essaie de pas trop lire de trucs sur les réseaux sociaux et choses comme ça, parce que je comprends pas tous ces gens qui critiquent, qui haïssent quelque chose parce qu'il s'est fait différemment. Ouais, The Ghost in the Shell américain, c'est pas l'anime japonais, c'est sûr, mais en même temps, c'est un film qui est quand même très très bien fait. Et je vois pas pourquoi il faudrait le démonter sous prétexte que c'est pas l'original, tu vois. C'est un truc qui m'énerve un peu qui m'énerve, mais c'est toujours
d'autres invités ont parlé de ce sujet, des gens qui ne savent pas apprécier, qui ne savent pas reconnaître, qui savent. Et puis, souvent, quand un avis, surtout, souvent un avis qui n'est pas argumenté, moi j'ai envie de dire, mais j'en ai rien à foutre que tu trouves que tu dises que c'est un film nul. Parce qu'en fait, derrière, tu n'es pas capable d'argumenter, de dire pourquoi c'est nul. Donc en fait, c'est juste, t'affirmes ton petit ego pour dire que c'est nul. Et puis c'est tout, quoi. C'est pitoyable. Les haters, mourrez. Voilà. Mourrez. Mais moi, je comprends pas du tout ça non plus. J'ai dû le faire. Franchement, j'ai dû le faire. J'ai pas d'exemple. J'ai dû le faire à 18 ans. Ah, c'est trop nul. Et sans argumentaire particulier. Les gens, ils font que. Et devant toi, en plus, ne le font pas. Oui, bien sûr. Ça, ne te disent rien, quoi. Ils moulent leur gaufre et ils pipent pas un mot, quoi. Bah alors, vas-y, discutons, tu vois, discutons. Bon, discuter entre vous, mais on peut discuter de manière un peu véhémente, c'est pas grave, on pose un peu des arguments, on discute, on échange, puis après on a le droit de se mettre d'accord sur un désaccord en plus. Tu vois, c'est pas grave, on n'est pas obligé d'être d'accord tout le temps, mais on n'est pas obligé d'insulter l'œuvre des gens. Je dis souvent, je sais plus où j'avais entendu ça, tu parles de Ghost in the Shell et donc de la version américaine. Ça ne reste qu'une proposition, en fait. C'est une proposition de vision artistique ou pas, guidée par l'argent. Peu importe, en fait, j'en sais rien, j'ai pas vu, tu vois, mais... Et on est libre d'aimer ou pas aimer, mais on ne peut pas dire c'est nul. Enfin, il y a des gens qui ont travaillé quand même dessus. Respectons un peu le travail des gens, et des gens qui ont travaillé, qui ont apporté parfois une vision, du temps, de la passion pour certains et certaines. C'est une proposition, c'est pas... On a fait ça, c'est bien, aimer. Non, c'est aimez-le ou pas, voyez-le, puis donner un avis un peu sympa si vous voulez. Ouais, si vous n'avez pas aimé, on n'est pas obligé de dire c'est nul, quoi. De toute façon, les choses qui sont vraiment nulles, je ne sais pas si ça existe. Bah, je crois pas non plus. Hein. Peut-être aussi, moi, je peux reconnaître qu'un film va avoir un scénario un peu faible, va se contenter d'enchaîner des clichés ou des situations pas très vraisemblables. Mais par contre, dans tous ces films qui se situent dans des univers imaginaires, moi, en fait, ce qui me fascine, c'est les gens, les petites mains qui ont conçu les décorations, les costumes, complètement, qui ont travaillé sur les petits détails et qui te proposent un univers visuel à chaque fois renouvelé, à chaque fois différent. Et ça, j'adore ça. En fait, il y a des films, je m'intéresse des fois pas vraiment à l'intrigue. Mais par contre, je vais regarder en détail, je vais peut-être y retourner pour revoir une séquence particulièrement bien chorégraphiée. Je me souviens, par exemple, il y a un film qui n'était pas très bon au niveau de l'histoire, Ultraviolet. Pas vu. Mais visuellement, le film, c'est une tuerie. Oui, ça n'empêche pas, ça n'empêche pas. En plus, au-delà de porter un jugement arrêté, c'est nul. Voilà, moi j'ai trouvé, pour moi le scénario il est faiblard et machin, et c'est pour toi, tu vois, ça te regarde. T'es pas obligé de dire après, bon voilà, quand t'es critique de cinéma ou autre quoi, il faut rentrer un peu dans les specs techniques machin et tout, mais moi j'aime bien les trucs assumés à la limite. Tu vois, on parlait de The Boys, il y a probablement des gens qui n'aiment pas pour probablement les mêmes raisons pour lesquelles nous aimons. J'ai l'impression que c'est un peu les mêmes. Voilà, ils ont décidé d'assumer ce côté. Il y a le côté trash, il y a le côté on parle de tout, le côté grimer des super-héros. En fait, c'est pas des anti-héros, mais c'est des faux super-héros. Il y a tous les travers. Et ils y vont à fond, quoi. Ils y vont à fond. Et c'est ça qui est plaisant parce que c'est complètement assumé. Donc tu le regardes pour ça. Quand c'est pas trop assumé, puis tu mets un peu. On n'y a pas trop touché, on n'y est pas trop allé. Bon, c'est dommage parce que ça va pas assez loin presque. Ça va pas assez loin. Souvent, ça manque un peu de saveur, quoi. C'est ça que je voulais dire. Bon. Pardon. Et cette créativité sans cesse renouvelée pour créer des univers visuels, par exemple, notamment quand il s'agit de présenter des méchants, des vilains. Oui. Voilà. On a l'impression que le répertoire des vilains, il pourrait être limité visuellement et tout ça. Et en fait, à chaque fois, on te propose un nouveau vilain avec un univers visuel à lui, des effets spéciaux qui n'appartiennent qu'à lui sur sa façon de détruire ou de faire du mal ou des choses comme ça. Et ça, je trouve ça me plaît. Enfin, vraiment, j'aime ce côté. J'aime beaucoup les vilains, les super méchants. C'est en général. J'allais te demander si tu préférais plutôt les vilains ou les héros. Moi, je préfère les vilains. Hitchcock disait le film est réussi quand le méchant réussit. Et voilà. Et je pense
dans Star Wars, par exemple, s'il n'y avait pas ce personnage de Dark Vador, je ne sais pas si le film aurait eu autant de succès. C'est un des plus grands vilains du cinéma. Hein. Voilà. Et puis dans les James Bond, c'est pareil, c'est le vilain qui est intéressant. James Bond, il fait son boulot de James Bond et c'est intéressant, mais il faut qu'il ait un vilain en face et que ce vilain soit différent des autres à chaque fois. Donc le héros, finalement, il est toujours un peu pareil. Oui. Alors que le vilain, lui, il faut qu'il soit à chaque fois différent. Ouais. Et donc la créativité, elle est dans les super vilains. Et c'est une des choses, par exemple, moi, je pense qui fait le succès de la trilogie du premier MCU. Enfin, c'est Thanos. C'est ce personnage en fait qui est un super vilain, mais qui est un personnage qui en fait est une énigme aussi et qui est un personnage complexe dans sa psychologie. C'est pas un vilain psychopathe méchant. Voilà, c'est un vilain qui est méchant pour une raison. Parce que c'est quelqu'un qui souffre en fait. Oui, clairement. Et puis on pourrait, il a une psychologie un peu particulière sur le pourquoi du comment il a envie de snapper quoi. Il y a un objectif derrière qu'il a réfléchi quoi. Exactement. Il n'est pas méchant parce qu'il est méchant. Voilà. C'est un point de vue en plus pour lui, je pense. Et puis il fait partie d'une série de super vilains qui en fait sont super vilains parce que ils veulent le bien de l'humanité. C'est-à-dire qu'il est presque écologiste. Oui, c'est ça. Il y a trop de monde dans l'univers et il faut en détruire la moitié si on veut que le sauvegarder. Oui, c'est ouf. Le postulat de base, c'est celui-là, t'as raison. Ouais. Et en fait, si on regarde alors, je ne sais plus comment s'appelle, Salomon, je ne sais plus quoi, dans Mission Impossible, c'est un peu son objectif aussi. Oui, Salomon, voilà, il veut détruire Salomon, je ne sais plus son nom de famille, peu importe. Et ça fait écho à d'autres super vilains de mon enfance. Dans ma pop culture perso, il y avait la télévision, il y avait la variété, la chanson de variété, mais il y avait aussi Bob Moran. Ouais. Et Bob Moran, il a un ennemi récurrent qui est l'ombre jaune, et c'est une espèce d'écologiste avant l'heure. C'est un éco-terroriste. C'est quelqu'un qui considère que l'homme, notamment l'homme occidental, mais pas que, en fait, détruit la planète, détruit son environnement, et qu'il faut purger l'homme vous êtes il dit l'homme et l'humanité est le cancer de la planète. D'ailleurs, c'est ce que dit Smith dans Matrix. Vous êtes le cancer de Mais je rebondis, c'est exactement le cas de Ra's al Ghul dans la trilogie de Nolan. Aussi, exactement, ouais. Il veut, alors là, il parle que de Gotham en l'occurrence, mais c'est 100% son propos. 100%. Donc voilà, mais la fin, pour eux, la fin justifie les moyens. Et, voilà, donc cette catégorie de super vilains, j'aime bien. Et c'est souvent des gens qui font pas le mal. C'est pas des incarnations du mal. Oui. Ils ont un objectif. On n'est pas d'accord avec cet objectif, mais on peut ne pas être d'accord. Donc, mais je suis pas en total désaccord avec Thanos. Je te cache pas. On pourrait difficilement être en désaccord total, je veux dire. Sur le principe. Que je sois du bon côté du snap, du glitch, vraiment. Ça me va. Parce que c'est du hasard complet. En plus, il n'y a pas on choisit, je sais pas, les vieux malades, par exemple. Tu vois. Non, c'est voilà, les jeunes de 10 ans en pleine santé, il n'y a pas de problème. Poup, salut. C'est un peu violent. C'est une trouvaille. Comme solution. D'ailleurs, je pense que le problème du renouvellement de l'univers Marvel, il tient à ça. Il tient au fait que quand tu as atteint une espèce pas de perfection, mais en tout cas, tu en es approché dans la construction d'un univers, d'un personnage, d'une situation, dans les enjeux émotionnels extrêmement forts qu'il y a dans Endgame et Infinity War. C'est difficile de rebondir là-dessus et on voit bien qu'il peine. Voilà. C'est ce qui fait aussi que l'univers de DC Comics fonctionne pas, parce qu'ils n'arrivent pas à trouver cet enjeu fort. Voilà. Donc, oui, c'est vrai. C'est vrai. J'ai aimé, j'en discute souvent avec des amis, quitte à ce que DC fasse quelque chose de DC, tu vois, je trouve ça bien qu'ils aillent, s'ils pouvaient que faire, enfin à la limite, autant l'assumer, ce qu'on disait, assumer des choix un peu forts, tu vois, alors on n'aime pas, c'est pas vraiment le sujet, mais le côté très noir de Pattinson et Joaquin Phoenix,
à ce type de film-là, tu vois, qui prend complètement contre-pied de ce qu'on attend des super-héros et ce qu'on nous a donné à vomir avec Marvel. J'adore, hein, j'adore. Mais je veux dire, vraiment jusqu'à l'excès, le trop-plein de super-héros gentils, drôles et machin. Ce contre-pied hyper dark, hyper noir qu'on a eu un peu aussi chez Nolan. Ça, j'aime. Tu vois, à la limite, faisons ça, quoi, tu vois. Moi, un Aquaman dans sa tenue brillante, j'en ai rien à carrer, quoi. J'en ai rien à carrer. Faisons un truc un peu dark, un peu énervé, où il y a des gens qui meurent, où on est triste, où, tu vois, où le héros est torturé comme Pattinson, comme pas possible, quoi, qui lutte avec ses démons. J'ai envie de voir ça, moi, à la limite, chez DC, tu vois. Bon. Aquaman, c'est justement typiquement le genre de film que j'ai regardé uniquement pour la production. Bien sûr. Voilà, l'histoire. C'est une catastrophe, c'est une catastrophe. Mais par contre, la créativité dans les deux, chapeau, quoi. Ouais, complètement. C'est très impressionnant. C'est très impressionnant. Et c'est dommage parce que l'acteur, il est super pour le rôle. Il y a quelque chose qu'il apporte d'océanique, j'ai envie de dire, quelque part, bah oui, qui est super. Tu vois, il y avait une puissance à aller chercher chez lui, même il a un côté noir, Momoa, vraiment cool. Enfin bon, voilà, on peut en discuter 1000 ans de toute façon. D'ailleurs, quand tu parles de Thanos, où ils ont approché, j'ai l'impression qu'avec, bon là ça sera plus le cas je pense, ils ont essayé de refaire le même un peu avec Kang, ce grand méchant de l'espace très fort. Ouais, mais je pense que là... Ah non mais c'est fini. C'est fini Kang. Non, ce que je voulais dire, c'est j'ai l'impression qu'ils ont juste voulu faire un autre Thanos. Ils s'habillent presque pareil. Ils ont un peu les mêmes couleurs, le violet, le machin, etc. Des pouvoirs hallucinants. Enfin, tu vois, il vient d'un autre. Et après, donc, bon, bah, en effet, c'est raté pour diverses raisons, notamment des raisons dans le monde réel. Mais j'ai entendu dire, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, mais que ils auraient une envie de prendre le contre-pied de ça et de faire un super vilain, du coup très ancré dans le réel. Centré sur Kingpin. Tu vois qui c'est ? Oui, bien sûr. Voilà. Qui du coup n'a pas de super pouvoir par essence, mais du coup c'est pas le cas enfin pas surnaturel en tout cas pour Daredevil. Après Spider-Man c'est autre chose, mais du coup centré un peu sur New York. Et en plus il y en a plein des super-héros, des vilains autour de ça. C'est hyper large, quoi. Et donc, je trouve ça intéressant parce que sur la série, tu l'as vu, les séries Daredevil et Punisher. Oui, j'ai beaucoup aimé. Ouais, il y a quelque chose. Un moment dans Daredevil, avec Kingpin justement et comment cet acteur incroyable, Vincent D'Onofrio, il a une noirceur dans lui. On sent toute la souffrance quand il soulève les trucs, il crie avec son visage qui se déforme naturellement, quoi. Hyper fort. Et je trouvais ça puissant, quoi. Là, ce gars-là, il est complexe. Il est dur pour des raisons. Il vient de loin, quoi. Et on sent que c'est lourd, quoi. Il aurait besoin d'une pas d'une heure de psy, mais 1000 heures, quoi. Oui, et puis c'est un grand acteur. Moi, Vincent D'Onofrio, je crois la première fois noté dans ce film qui s'appelle The Cell, qui est un film assez incroyable. Pour Marvel, je pense que à partir du moment où ils sont entrés dans cette idée de multivers d'un côté, et puis cette idée aussi de lignes temporelles séparées, donc déjà c'est deux concepts qui ne comprennent pas trop comment ils s'articulent l'un sur l'autre, mais c'est surtout, moi j'y vois surtout l'autorisation de dire on peut faire n'importe quoi, parce que finalement il y a plusieurs univers, il y a plusieurs temporalités, alors que dans le cycle qui mène à Endgame, il y a de la cohérence. Je suis hyper d'accord. Même si effectivement au départ le Tesseract c'est pas une des pierres d'infinité, mais on va se débrouiller pour que ça le devienne et ça choque personne. Et ça a été amené pas mal. Il y a de la cohérence dans les parcours du personnage aussi. Bien sûr. Captain America, qui est un personnage que j'aime beaucoup sa faille, qui est cette espèce de décalage temporel. Tony Stark, c'est pas un personnage que j'aime. L'acteur, je l'aime pas non plus d'ailleurs. Peut-être je les associe trop l'un à l'autre. Mais j'ai pas trop aimé quand il a joué Sherlock Holmes par exemple. Donc je pense que c'est lié vraiment à l'acteur. Mais c'est aussi un personnage qui est construit sur une faille. Et le fait que le MCU prenne le temps d'aller chercher chacune de ces failles de ces personnages pour en faire quelque chose. La veuve aussi, la veuve noire, c'est pareil. C'est chouette. Voilà. Et c'est ça qui fait que je pense que il y a quelque chose d'indépassable pour l'instant avec Infinity War et
et Endgame, parce qu'ils ont pris le temps de construire des personnages lentement, de façon cohérente, oui. Et d'impliquer émotionnellement ces personnages et les acteurs, les spectateurs, pardon, oui, j'allais dire le public dans l'attachement à ces personnages. C'est en ça que Endgame a eu une fin incroyable, puisqu'en effet, il y a eu tout un temps où on a pu s'attacher, en fait. Et, moi, Endgame, j'ai pleuré, je te le dis. J'ai vraiment pleuré. J'ai dit, c'est tout ce que j'attends, c'est ça. Évidemment, il y a 1 milliard de critiques qu'on peut faire. C'est pas le... j'ai pleuré, vraiment. C'était fantastique. J'ai adoré. Je le regarde, je pleure encore. Vraiment, je verse toujours une petite larme. J'ai toujours une émotion qui me monte. Mais c'est pour ça que je dis que peut-être qu'un contre-pied, personne de Marvel va m'écouter, je pense, de Disney, mais un contre-pied total en réancrant un peu dans le réel. On peut sortir de cette ligne de temps, de machin, pour y revenir de toute façon, puisqu'ils l'ont installé, donc ils font ce qu'ils veulent. Ancrer un peu dans le réel, quoi. Dans la ville, là, qui sont un peu les poubelles, Kingpin, des gens un peu vrais, pas qu'ils soient faux les autres, mais pas avec des pouvoirs en permanence de ouf, richissimes, à faire des armures qui volent. On n'est pas obligé tout le temps, quoi, tu vois. Un peu un gars aveugle qui a développé ses sens surhumains. Spider-Man, qui est quand même... Là, il a été mis dans la ligne temporelle et tout, mais c'est quand même un héros qui est très ancré dans la ville, réelle, des vrais gens tout de même. Kingpin, je pense à Luke Cage, je pense à tous ces gens-là. Comment elle s'appelle, elle, la détective, là bon, elle a une force un peu surhumaine, mais qu'il a eu suite à un accident, truc. Enfin, tu vois, des héros qui picolent, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ou des non-héros, anti-héros qui sentent un peu la ville, quoi. Oui, et puis qui ont des... Okami. Qui doivent aussi lutter contre leurs propres démons. Oui, c'est ça. Spider-Man, c'est un personnage... et ça, c'est marrant, parce que c'est ça. C'est exactement ça, Patrick, je suis d'accord. Depuis le début, c'est un personnage qui est déchiré. Déjà, il est marqué par une forme de culpabilité originelle pour un choix qu'il a fait. Oui. Et d'ailleurs, les scénaristes vont revenir plusieurs fois sur ce choix. Oui. Et comment... Voilà. Et après, c'est même un sujet qui va être clivé réellement, puisqu'il va avoir une espèce de double négatif qui va s'installer. Donc il y a un potentiel incroyable sur les héros qui ont une faille et qui ont... complètement. Ce qui fait que, par exemple, je m'intéresse beaucoup moins dans ma pop culture perso à Superman, que j'ai toujours trouvé beaucoup trop lisse. Alors même si au fil du temps, j'ai découvert et compris que les scénaristes avaient compris qu'il fallait exploiter des choses autour de l'enfance ou de la famille, de Superman, de la destruction de sa planète, des choses comme ça, pour lui donner un peu d'épaisseur. Mais franchement, au début... y a pas ils sont un peu le savon, quoi, Superman. C'est un peu le savon. Alors que Spider-Man, dès le départ, je me souviens, moi je lisais dans les années 70, 80, je lisais donc les publications Marvel en France, c'était Strange. Ouais. Et c'était déjà ça. Il y avait déjà ça dans ce personnage de Spider-Man, et ça m'intéressait beaucoup. Alors après, il y a des personnages de Strange de l'époque, je me demande qui sont devenus. Il y avait cette femme dont les cheveux bougeaient, qui s'appelait Médusa, je crois. Ouais, Médusa. Je ne l'ai jamais vue dans aucun Marvel, rien. Ça m'agace un peu. J'aimerais bien qu'elle vienne. En plus, elle avait une tenue complètement sexy. Médusa. Alors c'était un peu... C'est une espèce de dominatrice avant l'heure. Ouais, bah oui, bah de toute façon. Moi, ce que j'aime aussi dans ces trucs, on pourrait en parler dans ton podcast sexe, c'est le côté un peu queer qu'il y a assez dans les... Complètement. Ça travaille aussi sur des stéréotypes qui sont ceux de l'époque, qui sont un peu insupportables aujourd'hui. Mais dans la réalité, ça travaille sur l'étrangeté, sur le bizarre. Ouais. Moi, un film que j'ai adoré quand je l'ai vu et j'étais adolescent, enfin c'est la fin de mon adolescence, mais c'est plus tard que j'ai compris pourquoi j'avais adoré ce film, c'est Flash Gordon, par exemple. Ouais. Flash Gordon, c'est un truc, mais c'est complètement queer du début à la fin. Ouais, complètement. Et quand t'as 17 ans, tu vois ce film, tu comprends pas trop, c'est juste que ça t'intéresse, tu trouves ça space, quoi. Ouais. Mais quand je l'ai revu quelques années après, j'ai dit oui, je comprends pourquoi ce film m'avait bien botté à l'époque. C'est parce qu'en fait, il propose tout un sous-texte, tout un arrière-plan tout à fait. autour de l'univers que Francis Goes Hollywood va mettre en scène dans Relax, par exemple. D'accord, ok. On parle de liens, tout à l'heure je parlais de Bob Moran. Moran, c'est aussi la chanson d'Indochine, tu vois. La pop culture, elle traverse les médias
elle traverse les médiums, les moyens d'expression. Et le lien, il est là aussi. Si je veux consulter ma fiche. N'hésite pas à consulter ta fiche. La pop culture aussi, souvent on oppose la pop culture et la culture. Et moi, je dis, c'est méconnaître en fait l'un comme l'autre. Évidemment. On parlait de Marvel, un personnage que j'aime beaucoup dans Marvel, c'est Thor. Ben voilà, un autre personnage que Marvel a su faire évoluer entre le premier film et le dernier. Ça, c'est vraiment ce personnage-là. Et Thor, vraiment, c'est un personnage Thor, au départ, c'est un personnage qui fait partie de la culture officielle. C'est-à-dire, il y a un tableau. Jusqu'au XVIIIe siècle, en fait, en France, on ne sait rien des légendes scandinaves et tout ça. C'est un univers complètement... on ne sait pas. L'Occident est gréco-latin et pas du tout tourné vers les cultures scandinaves, les cultures celtes. Ouais. Et scandinaves surtout. Et en fait, il y a un peintre qui... je ne sais plus en quelle année je l'ai noté. T'as noté, il a noté. 1825, voilà. Fuseli introduit le personnage de Thor dans la culture occidentale. Il fait un tableau, et c'est Thor luttant contre le serpent Midgard. Voilà. Bon, Thor à poil, avec une épée, un marteau, et voilà. Et c'est la première apparition de Thor dans la culture occidentale. Donc, il arrive dans la culture, d'abord... la grande culture, la culture de la peinture. Fuseli, c'est un peintre qui est un peu oublié aujourd'hui, mais qui a été couvert d'honneur à l'époque où il peignait. Il est d'origine suisse, il travaillait en Angleterre et il gagnait très très bien sa vie et surtout il était célèbre. Et c'est un grand peintre. Voilà. Et ensuite, et donc Thor, il apparaît à ce moment-là, et puis il réapparaît dans les cultures, dans les Marvel, voilà, comme un personnage de super-héros. Là, il y a un lien, tu vois, entre la culture, une culture qui est celle de la peinture et de la mythologie très sérieuse, des études de la mythologie scandinave, et la pop culture avec un personnage comme Thor. Et comment ça s'est fait ? Ça s'est fait aussi parce que les cultures scandinaves et toutes ces légendes, elles vont aussi trouver une interprétation et une utilisation dans les œuvres musicales, l'opéra de Wagner, la tétralogie, qui commence par l'Or du Rhin et l'anneau du Nibelungen. C'est pas moi qui vais t'aider, je te le dis. Et le personnage dans la tétralogie de Wagner, il y a une Valkyrie. Donc on est encore relié à cette mythologie-là. Ouais. Le personnage de Thor n'apparaît pas, et donc voilà, c'est ça que je voulais un peu. C'est dans le. Il n'y a pas le monde de la culture d'un côté, le monde de la pop culture de l'autre. Évidemment, c'est intimement lié. Les thématiques, les sujets voyagent. Oui. On pourrait prendre un autre thème. Justement, j'ai parlé de l'Or du Rhin et de l'anneau. Il y a un anneau qui est à l'origine, qui est un élément important dans la tétralogie. Quand on dit anneau, on pense forcément à l'anneau de Tolkien Bien sûr. Et du monde de Tolkien. Alors, c'est pas tout à fait le même anneau, parce que l'anneau de l'Or du Rhin, il contient pas le mal en soi. Il est porteur du mal parce que il suscite la convoitise, il suscite le machin. Ouais. Alors que l'anneau de Tolkien, il est intrinsèquement un objet maléfique qui diffuse le mal. Mais Tolkien, on nous le lit souvent. Enfin, faut le dire, c'était un universitaire, c'était quelqu'un qui avait une culture phénoménale. Et en fait, il a construit son univers en allant, en s'inspirant, en trouvant des idées, en reprenant, en remixant. Voilà. La pop culture, c'est la remix aussi. Ça, c'est ce que j'aime beaucoup. Je suis hyper d'accord avec toi. Et c'est ça la culture. Et la pop culture, c'est du remix. Et puis, c'est des univers qui sont encore en connexion aujourd'hui. Là, un peu par hasard, je suis allé voir, pas par hasard, mais je suis allé voir une exposition à la Bourse du Commerce d'un artiste qui s'appelle Mike Riley, qui est mort maintenant, il s'est suicidé. Et puis, l'exposition, il y a plusieurs espaces avec des propositions visuelles et des propositions artistiques qu'il fait. Puis il y en a une, ça s'appelle Candor. Ouais. Je
me dis, qu'est-ce que c'est que ce truc Kandor, c'est quoi? Ah oui, c'est la ville de Superman qu'il a mis sous cloche dans sa forteresse de solitude et tout ça. Et en fait, j'entre dans l'espace, c'est un espace fermé, et l'artiste, il a fait une proposition. Il est parti des 20 ou 25 représentations de Kandor dans les BD de Superman, et il en a fait des moulages en résine, éclairés par le bas. Et c'est un truc absolument somptueux. Voilà. Et c'est exposé chez Pinault, dans le temple de l'art contemporain. Encore, voilà, le lien entre la pop culture d'un côté et de l'autre côté, l'art, si ce n'est officiel, en tout cas, l'art, l'art qui est dit comme ça, c'est clair. Oui, voilà. bien sûr. Et c'est ça, le lien, il est là. Le lien, c'est qu'en fait, culture et pop culture ne sont pas des choses séparées, ce sont des choses qui traversent, qui voyagent, et les gens aussi, ils se déplacent d'un univers à un autre. Moi, je suis comme ça, je m'intéresse énormément à la pop culture, et en même temps, je peux être complètement pédant sur des sujets hyper pointus. Je viens d'en donner une démonstration. C'est rigolo parce que c'est ce que tu disais au début. Je trouve, Patrice, ça fait 1h15 qu'on se parle déjà, donc on arrive tranquillement, vraiment très tranquillement à la fin de l'épisode, mais je trouve que souvent mes épisodes démarrent et se ferment naturellement, parce que tu t'évoques à peu près le même, tu finis sur la transmission un peu comme ça. Je trouve ça intéressant, donc je vais pas m'arrêter abruptement comme ça, mais du coup je trouve ça important de marquer que tu, enfin, j'ai l'impression que tu boucles un peu la boucle de ce qu'on disait au départ. C'est intéressant. Aussi, je vais te poser une autre question qui amène vers la fin. Évidemment, tu peux reprendre tes notes à tout moment si tu veux parler d'un autre sujet. Tout d'un coup, si ça t'éclaire un des points que tu as si durement travaillé. Ça me touche d'ailleurs que tu aies préparé l'épisode. Je trouve ça très cool en fait que tu aies pris le temps et la peine, enfin c'est pas une peine, mais le temps en tout cas, de le préparer. Je trouve ça trop cool. Je trouve ça hyper, comment dire, respectueux. Ouais, je trouve ça cool. Et de mon temps, et puis du tien aussi, du coup. Je trouve ça vraiment sympa. Donc merci pour ça. Je t'en prie. Ouais, c'est vraiment agréable. Non pas qu'on n'aurait rien à se dire dans ces cas-là, mais voilà, juste le fait de préparer la chose, arriver avec du contenu, des machins, je trouve ça trop cool. Donc voilà, vraiment merci. On a parlé des super pouvoirs dans la vraie vie. Si tu devais avoir un pouvoir magique ou un super pouvoir pas dans la vraie vie, du coup, quel serait-il ? Alors le champ des possibles est vraiment infini là. C'est marrant que tu poses cette question parce que c'est quelque chose auquel j'ai réfléchi depuis très très longtemps. Le jour où je suis touché par un truc nucléaire, je vais avoir ce pouvoir-là. Alors non, c'était pas cet univers-là pour moi. C'était plutôt un jour, j'achète une lampe de poche, je frotte et puis il y a un génie qui apparaît, puis je dois faire 3 vœux. Et je veux pas être pris au dépourvu, faire des vœux à la con. Donc tu as préparé. Bravo. Il y avait 3 super pouvoirs qui m'intéressaient. Voilà, c'était 3 vœux dans l'ordre. Le premier, ça serait de pouvoir contrôler mon métabolisme intérieur, un peu comme les sorcières du Bene Gesserit. On n'a pas parlé de Dune, j'aurais voulu en parler, mais tant pis. Et, tu pourras revenir, on fera un spécial Dune, ça ne me dérange pas. Hein. Et, parce que c'est infini. Dans la transmission intergénérationnelle et intermonde, monde communauté, Dune, c'est un truc important aussi. Ouais. Le deuxième super pouvoir, ça aurait été d'être comme... C36PO, parler 6 millions de formes de communication. C'est maîtriser toutes les formes de communication instantanément, comme une espèce de DeepL humain. Voilà. Ça, c'est super. J'ai cru que tu allais dire Z6PO, je me suis dit, ça aurait été rigolo. Ça aurait été rigolo parce que j'ai dit... D'ailleurs, je suis toujours dans une hésitation parce que moi, j'ai découvert Star Wars dans la version française et après, c'est la version... je dis toujours Dark Vador et je le dis jamais à l'anglaise. Je ne le dis jamais à l'anglaise. Oui, moi non plus. Voilà, je le dis toujours Dark Vador parce que c'est Vador quoi. Voilà. Et puis Vador le noir. Ça serait de faire en sorte de pouvoir ralentir le temps et de dire pour moi 1000 secondes c'est juste 1 seconde pour moi. Voilà. Dans l'ordre des pouvoirs. Ok, c'est pas mal. Mais pas un truc d'accident nucléaire ni rien. Ça serait vraiment un génie qui sort. Et puis voilà, j'aime bien les contes de fées. Les contes de fées, c'est la culture populaire aussi. Et tu as un djinn et puis voilà, et puis tu viens juste de casser ton iPhone et le premier vœu que tu fais, c'est que tu veux que ton iPhone soit réparé. T'as caché un vœu. T'imagines, t'as été chercher un djinn dans un lac, tu ressors le truc, t'as le djinn qui sort, oh merde, fais tomber le téléphone dans le lac, merde. Ressors-moi, récupère-moi mon téléphone. Et toi, Camille, ce serait quoi tes super pouvoirs ? Moi, ce serait d'avoir plein de croquettes tout le temps.
D'accord, c'est intéressant. Hyper intéressant ces pouvoirs-là. Tout le monde me dit, personne ne m'a dit comme toi. Et tout le monde me parle de téléportation, de vie éternelle, d'être très très fort, incassable. Mais toi, tu l'as déjà, donc tu as déjà celui-ci, donc c'est pas la peine. C'est vraiment pas la peine. On a déjà établi le fait posé que Patrice Salsa est en fait Bruce Willis. Dans Incassable, c'est lui la doublure. C'est bon, c'est établi. Patrice, je passe un très bon moment avec toi, c'est très cool d'échanger. Ouais, c'est réciproque, ouais. Cool, bah tant mieux, ça me fait plaisir de l'entendre. Il dira différemment quand on aura fini d'enregistrer, non c'est pas vrai. Est-ce qu'il y a je précise ça parce ça va être la fin, est-ce qu'il y a une question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée? Tu vas pas me demander si j'aimais Dune. Est-ce que tu aimes Dune? Ouais, j'adore Dune et j'ai même ma place pour l'avant-première ce soir. Voilà, donc, trop cool. Et trop bien. Pour moi, Dune, ça fait partie de ces univers. Ce que je disais tout à l'heure, moi j'ai lu Dune, j'ai lu le cycle en entier, j'achète même les préquels et les séquelles que mon fils écrit, tout ça. J'ai dû lire Dune, le cycle original, j'ai peut-être lu 7 ou 8 fois. Ah ouais. Voilà. Donc vraiment, j'adore. Et pourtant, j'adore aussi les films. Alors, je vois toutes les différences entre les romans et les films. Et en fait, j'adore les films parce que justement, la proposition de Villeneuve, elle fait du sens. Et en fait, mon souci, c'est pas qu'il adapte absolument le roman, l'intrigue, qui est d'ailleurs en partie inadaptable, mais qui fait une proposition scénaristique, une proposition visuelle, et c'est fort. Et donc j'ai adoré le premier, et je vais voir le deuxième avec beaucoup d'enthousiasme. Même je suis pas fan de l'acteur, mais c'est pas grave. En fait, je m'en fous un peu parce qu'il n'y a pas que l'acteur dans le film, il y a tout cet univers. Et le premier Dune, par exemple, de Lynch, moi je sais que c'est un film qui a été critiqué, et en même temps, moi, quand le Lynch sort, le Dune, c'est pas si vieux. Ça a une dizaine d'années à peu près. Et, oui, donc c'est vraiment proche. Le fait que Lynch propose une représentation de la cour de Padishah Shaddam IV ou des navigateurs, c'était super pour quelqu'un qui n'avait que lu le truc, qui n'avait que ses propres images. D'ailleurs, moi, aujourd'hui, quand je lis Dune, quand je vois les navigateurs, je les vois comme David Lynch. Du coup, les a imaginés, parce qu'il a donné corps. Voilà. Et puis la question de l'adaptation, pour boucler là-dessus, j'en lis encore, mais je lisais quand j'étais jeune et beaucoup de science-fiction, tout l'âge d'or de la science-fiction, voilà, des choses comme ça. J'étais très excité à l'idée que Apple fasse une adaptation de Fondation, qui est un cycle que j'adore absolument. Et en même temps, quand j'ai vu ce qu'ils ont fait, moi j'ai même écrit un papier sur le sujet, j'ai dit, c'est une trahison absolue de ce qui est Fondation. C'est vraiment la trahison totale. Mais c'est une trahison magnifique. Et c'est ça que je voudrais dire. Ces fondations, finalement, ils n'ont gardé qu'une espèce de squelette de personnages. Et ils ont reconstruit un univers entièrement là-dessus, mais parce qu'il y avait un défi scénaristique dans Fondation. Il y a 3 tomes qui se déroulent sur des centaines d'années. Il n'y a pas de personnages récurrents. Tu ne peux pas construire un destin. Il fallait trouver des solutions. Et ils les ont trouvées avec cette idée d'un empereur incarné en 3 entités, des choses comme ça. Et c'est ça que j'ai adoré. Et également les propositions visuelles qui étaient quand même assez superbes pour une production de télévisuel, quoi. On va rester là si tu veux. On va bientôt terminer, mais on va pas rester là. Non, c'est intéressant. C'est cool que tu l'évoques. Est-ce que tu as une question que tu aimerais me poser, que tu aurais aimé me poser? Pourquoi tu m'as pas interrogé sur Dune? Non, c'est une question un peu perso. Je suis toujours épaté par la diversité des sujets et des projets et des thématiques dont tu t'empares et dont tu fais des choses. Ça m'a toujours... Je me suis dit, mais comment il fait? En fait, ils sont 2 ou 3 et puis c'est pas, en fait, c'est des triplés. Il y en a un autre derrière, un dans le coffre, ici, là. Ou alors il a un super pouvoir que les gens ne réclament pas, mais qui est quand même bien, qui est le don d'ubiquité. Peut-être. Voilà. Peut-être. Écoute, je sais pas. Est-ce que tu as le don d'ubiquité? Je crois pas.
Je crois pas avoir ce don-là. Tu l'as à ton insu alors. Ouais, je sais pas, j'en sais rien. Est-ce que je l'ai? Est-ce que tu dirais que je l'ai? Si je regarde de l'extérieur, effectivement, la diversité des choses que tu fais, des sujets que tu manipules et des projets que tu mènes, et des choses comme ça, je me dis, oui, comment il fait, comment il trouve le temps de faire des choses, et puis de les faire aboutir aussi. Parce qu'il y a eu, il y a eu les bières, il y a eu... Donc bravo à toi. Définis ubiquité pour ceux qui savent pas qui vont pas aller chercher dans le dico. Parce que moi je sais, mais du coup... C'est la possibilité d'être dans 2 endroits différents en même temps. Non, je dirais pas. Donc c'est pas vraiment une question, tu me lances des fleurs là. Non, tu veux qu'on parle de ça? Non, je t'aime bien. C'est gentil. Pas dire des choses méchantes sur toi. Tu peux dire des choses méchantes sur moi. Il y a plein de gens qui disent plein de choses méchantes sur moi. Mais in fine, vous continuez à parler de moi, donc ça me dérange pas. Voilà, ça me fait de la pub pour mes projets. C'est ce que je dis aux gens. Ah, t'as vu, il y a machin qui a dit ci sur le club, il y a truc qui a machin. Bah oui, mais du coup, on parle du club, quoi. Hein. Ouais, voilà. Alors, si on peut éviter de parler du club pour les raisons négatives, obscènes, ça va, ce serait bien. Mais tant qu'on parle de nous, on dit oh là là, ils font ci, ils font ça, bah du coup ils font ci, ils font ça et on en parle. Ouais, c'est ça. Je trouve ça assez bien qu'on continue à parler de mes projets. Cette capacité que tu as finalement à amener tes projets sans trop te soucier des critiques, c'est pas que tu les écoutes, mais c'est pas quelque chose qui va t'empêcher. Non, pas du tout. Je trouve ça bien. Pas du tout. Parce que les seules critiques que j'écoute sont pas des critiques, et j'écoute pas les conseils non plus. C'est le revers de la médaille. Ouais, j'écoute pas les conseils non plus des gens à qui j'ai pas demandé de conseils. Voilà. Mais tout le monde donne des conseils. T'es d'accord avec ça ou pas? Ouais. Tout le monde a une idée sur comment. Ouais, une idée surtout. Ouais. Exactement. Sur comment d'ailleurs, on peut faire ça aussi. Bien sûr, je l'ai fait 1000 fois. Je te conseille de. Et parfois j'en prends conscience. Je dis bon tu me l'as pas demandé, mais d'expérience. Alors. J'essaie de plus en plus de demander si la personne veut un conseil ou un truc comme ça, parce que de fait, avec les différentes expériences qu'on a, on est parfois à même à un très jeune âge, d'apporter un conseil sur un sujet, puisqu'on peut tout à fait... Mais n'hésitez pas à demander si la personne a besoin ou a envie de l'entendre, parce que franchement, 1 fois sur 2, c'est pas le cas. C'est vraiment pas le cas. J'écoute les gens, ou je discute avec eux en tout cas, que s'il y a une proposition, en fait. Il y a une proposition et non pas une imposition de la chose. Parce que si j'ai pas une idée très précise, du coup, c'était pas une question, mais tu vois, on développe quand même. Si j'ai pas une idée très précise de ce que je veux faire, j'ai en tout cas une vision globale et un horizon un peu dégagé vers où je veux aller. Trajectoire. Ouais, une trajectoire, voilà. Qui peut être sinueuse ou pas, je m'en contrefous, tu vois, il y a pas de... Je le visualise pas comme ça ou ni comme ça derrière la trajectoire, juste c'est devant et puis et donc je discute avec les gens qui veulent avancer, avec qui on peut faire des propositions comme des propositions artistiques, et quand tu proposes, le propre de ça, c'est d'en discuter puisque ça n'est qu'une proposition et donc un choix parmi d'autres, une potentialité qui n'est pas forcément... Il n'y a pas de vérité absolue en fait, mais du coup je discute avec les gens qui il y en a certaines, des vérités, il y a des faits, c'est comme ça pour toute la vie, mais et ça m'aide beaucoup et je discute beaucoup avec eux, parfois même si j'ai déjà pris la décision pour me conforter ou pour aller vers des gens qui sont un peu éclairés aussi. Des gens qui font une proposition mais qui remettent en doute tout de suite leur propre proposition. C'est-à-dire, dans ma tête j'ai ça, j'ai l'impression que il y a une vérité là-dedans. Si on en discutait pour voir si on peut améliorer cet autre projet-là, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à aller chercher, et là on commence à discuter, à échanger, et ça je trouve ça cool. Donc les gens qui donnent des conseils, vraiment, vous qui donnez des conseils gratuitement, fermez-la, personne ne les écoute. Arrêtez. Et les critiques encore moins, les gens qui disent c'est nul. Ouais. Alors que tu as fait une proposition, on en a parlé longuement là pendant le podcast aussi. Ok, c'est nul. Bonne journée du coup. Enfin, y a pas de. Je t'ai proposé un truc, c'est nul. T'aimes pas, salut. Tu vois, qu'est-ce que tu veux faire de toute façon. Alors là vraiment, hier je vais sortir des nouveaux sabres là, laser.
que je travaille avec plusieurs usines, et donc ils m'ont développé des modèles à moi, qu'il n'y a que moi qui vends mon design. Et puis évidemment, eux, ils ont des propositions aussi, puis ils ont tout intérêt à proposer du renouvellement régulièrement pour que les gens continuent à acheter, en fait. Et je dis, voilà, on a ce super design, tu vois, c'est un peu gravuré, fait avec la nodisation, je sais pas quoi, enfin un truc un peu cool, un peu bon pour les cosplayers. Et mes usines sont chinoises depuis toujours, c'est comme ça, ils travaillent mieux que les autres, ces gars-là, précisément. Pas les Chinois dans l'ensemble, hein, ces usines-là, c'est tout. À des prix, évidemment, voilà, qui sont abordables pour pouvoir les revendre et gagner sa vie, parce qu'en France, c'est pas possible. Et en Europe, encore moins. Et il y a tout de suite un gars, mais ça fait longtemps qu'il rôde en tant que haters, quoi, qui prend une photo de je sais pas quoi d'AliExpress, qui dit ah bah alors là ce sabre on peut le trouver très vite là, machin, à ce prix là, je me rappelle même plus, hâte de voir à combien vous allez nous faire raquer nous les pigeons. J'ai supprimé le commentaire, gars, c'est incroyable de dire un truc pareil. Alors il y a des gens qui pourraient être d'accord, mais en fait ce que les prix de ces trucs là, c'est souvent ou des contrefaçons ou des fins de série ou des trucs qui déstockent, et en plus de ça, les gens qui font des entreprises, je l'ai mal dit, mais les entrepreneurs, quoi, qui revendent des trucs, ou qui vendent des trucs, ou qui produisent des trucs, il y a les coûts de prod, il y a les coûts d'envoi, il y a les frais de douane, d'importation, les frais d'envoi, le fait de gagner sa vie aussi dessus. Ils sont malades, les gens, hein. Ça va pas bien. Achète-le là si tu vois. C'est fou, quoi. Bref, pardon. C'était un coup de gueule. Non, mais la question de la chaîne de valeur et de la façon dont elle évolue aujourd'hui dans le machin, il y a une forme de complexité, et c'est ça, moi, souvent que je reproche aux gens qui critiquent ou qui disent c'est nul, c'est qu'en fait, c'est juste parce qu'ils ne sont pas capables ou ils ne voient pas en fait que la complexité qu'il y a derrière. Ouais. Et voilà, faire un film, c'est complexe, par exemple. Et dire. Sous tous ces aspects, d'ailleurs. Dire, non, c'est nul. Franchement. Il n'y a même pas à discuter, en fait. C'est nul, bah oui. Ok, bah sûrement. Par certains aspects, c'est très probablement nul. Bonne journée. Bonne journée. Bonne journée, tu vois. J'ai vu une image de Keanu Reeves, et puis après on s'arrêtera là, qui disait, je ne sais pas s'il l'a vraiment prononcé, mais enfin il disait, on dit qu'il a dit, j'en suis arrivé à un stade de ma vie où je rentre plus dans les débats et les discussions inutiles. Si quelqu'un me dit que 1 + 1 ça fait 7, tant mieux. Oui, vis heureux avec. Bonne journée. Pas de problème. Ouais, ça fait ça, enfin peu importe le résultat. En tout cas, ça fait pas 2. Que 1 + 1 = 4. Bah ok, sois heureux avec ça, et il n'y a pas de galère, quoi. Patrice, est-ce que tu as envie d'évoquer un dernier sujet avant qu'on se quitte? Pour toujours, pas du tout. Non, j'ai pas envie d'évoquer un sujet en particulier. D'accord. En fait, sur la discussion qu'on a, elle pourrait durer 3 heures, 4 heures. 6 heures même, sans aucun problème. Toujours intéressante. J'aurais pu parler de mon goût pour les héros masqués. J'aurais pu parler cet aspect qui m'intéresse. C'est quoi la vie des super-héros dans la vraie vie. On peut évoquer le sujet. Je reviendrai peut-être. Mais avec plaisir, parce que du coup, je me suis, de la même manière que la timeline multi de Disney et Marvel, je me suis créé, comme tous les autres, je pense, des formats bonus et hors-série. Donc, on peut très bien se faire un hors-série sur un ou 2 ou 3 sujets en particulier, mais on parlera que de ça, du coup. Et moi-même, je préparerai la chose, puisque du coup, on n'est plus dans une discussion un peu ouverte. On peut tout à fait le faire. Un hors-série sur, voilà, enfin on en aura discuté, quoi, sur des sujets en particulier, puis on les prépare et puis on en parle, quoi. Super. Tout simplement, avec grand plaisir. Donc tu vois, Dune par exemple, je connais pas trop, donc on peut creuser les héros masqués, creuser ouais, avec grand plaisir, franchement. Les bonus et les hors-séries sont faits pour ça. Je vais d'ailleurs faire un hors-série où on va faire une partie de jeu de rôle, donc parce que j'en ai jamais faite, donc et on va l'enregistrer, donc je trouve ça, tu vois. Donc voilà, Patrice, j'ai passé un très bon moment avec toi, c'était très cool. Partagé. Très heureux, merci de te découvrir un peu plus, au-delà juste des simples cours de sabre laser où on avait eu juste une relation, c'est déjà cool. Prof-élève, même si je suis assez ami ou copain avec la plupart des élèves en vérité. Et du coup, c'est sympathique, c'est toujours sympa. C'est pour ça que j'aime bien aussi faire ce podcast, parce qu'on découvre les gens un peu plus, on creuse un peu plus
pour tout à l'heure, tu as parlé de fourrure. On croise un peu plus ta fourrure. Et moi, ma carapace. Donc, c'est toujours cool. Je vais tout de même te laisser le dernier mot. Ah non, alors avant que tu dises le dernier mot, est-ce que tu as une œuvre que tu as lue, vue, entendue récemment, quelqu'un que tu suis, ou pas forcément récemment, que tu auras envie de recommander? Quelque chose que tu as envie de recommander aux gens? Non, j'ai pas réfléchi à la question, donc je peux pas... Ça peut être une série. Non. Patrice ne recommande rien. Voilà. C'est disapproved by Patrice. Il n'y a pas de recommandation de Patrice. Il y en a déjà un paquet dans tout l'épisode qu'on vient de faire, en vrai, en vérité. Mais là, du coup, malgré tout, je vais quand même te laisser le dernier mot, même si tu n'y as pas réfléchi. Le dernier mot, pour te remercier de ce podcast, de t'encourager à continuer dans ce format ouvert, finalement, que j'apprécie. Donc, malgré le fait que ce soit pas structuré. Non, mais de toute façon, moi, si j'ai préparé, comme tu as dit, c'est possible parce que justement, je voulais avoir quelques thèmes pour les aborder. Après, tu as vu, je n'ai pas consulté mon père en permanence. Les choses, les avoir écrites aussi, ça m'a permis de mes amis en tête. Et forcément. Du coup, forcément. C'est revenu. Mais j'ai pas de. Et comme tu me l'as proposé, je reviendrai probablement faire une petite séance pour revoir les copains du sabre laser. Trop cool. Lundi soir, ouais. Eh ben, trop bien. Merci Patrice. Merci à toi. Salut. Et voilà. C'est tout. Désolé pour le petit bug du début, je sais pas, j'ai fait bouger un câble et franchement pardon, je parle pas dans le micro non plus, j'ai trouvé que l'intro était cool, ça m'embêtait de la recommencer, je l'ai réécouté et tout, et franchement je la trouvais bien, donc voilà. Merci d'avoir resté avec nous jusqu'à la fin de l'épisode, j'espère que ça vous a plu, cet épisode sur la transmission geek de près d'une grosse heure et demie. Écoutez-le, partagez-le, consommez-le en plusieurs fois. Donnez l'info à vos amis, recommandez un épisode, celui que vous avez préféré à vos amis, parce qu'on a presque une quarantaine d'épisodes, je pense qu'on est presque à 50 épisodes, 50 invités différents. Il y a forcément quelque chose qui vous plaît. Je discutais avec un ancien camarade de sabre laser, Jeff, hier, qui me disait... oui, il y a certains podcasts qui me plaisent et puis d'autres qui me plaisent moins, de fait, puisque ça dépend des invités. Donc, il en faut pour tous les goûts et pour toutes les couleurs et toutes les formes et toutes les tailles. Et voilà, et voilà. Merci beaucoup d'être toujours plus nombreuses et plus nombreux. Ceci était le 10e épisode de la saison 4. C'était le dernier épisode. Probablement que semaine prochaine, on fait une petite pause. Je sais pas encore. Voilà, je vais regarder. J'ai plein d'épisodes en stock. Ah bah merde alors, Credi. Okay, alors attends, je vais tester. C'est quand je fais toucher deux câbles. Voilà, tout va bien. J'ai fait toucher les fusibles et ça explose. Bonne journée, bonne soirée, bon après-midi, bonne matinée. J'espère que ça vous a plu et merci d'être là encore et toujours plus nombreuses et nombreux. Ciao.